Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Je vois qu'il y a un nombre important de personnes. Nous avons la chance d'avoir Philippe Goujon avec nous. Nous pourrons ainsi présenter le déroulé de la réunion en intégralité. Et en premier lieu, nous allons parler de la tour Keller. Je donnerai la parole aux représentants de 1001 Vie Habitat, de Post Immo et de la Seine parisienne. Avant tout cela, je vais donner 2 secondes la parole à Madame Badia-Durand, qui connaît bien le sujet, et ensuite les intervenants pourront parler avant vos questions. On remercie évidemment tous les participants et les intervenants, et en particulier Monsieur Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir messieurs, dames. Bon, je parle au nom de l'association Keller Village, qui est l'association de locataires depuis 1972 à la tour Keller. Les représentants de 1001 Vie Habitat ont bien voulu intervenir dans ce conseil de quartier, très important. Ils vous diront ce que représente 1001 Vie Habitat et quelles pourront être leurs actions en qualité de nouveaux bailleurs sociaux de la tour Keller. Ils répondront autant que faire se peut à vos questions. Nous souhaitons que cet échange constructif se déroule en bonne intelligence et avec courtoisie. Donc la parole est à 1001 Vie Habitat. Excusez-moi, je me permets d'intervenir parce qu'à la tour Keller, il y a 2 associations. Tenez, madame. Vous pouvez présenter. Mais une minute. Après, je te... il y a un micro. Je me permets d'intervenir. Je suis Chantal Frécami, secrétaire de la CNL à la tour Keller. Il y a deux associations de locataires à la tour Keller, donc je suis très étonnée qu'il n'y en ait qu'une à la table. Enfin, je sais que vous êtes au conseil de quartier. Je suis par contre étonnée de la prise de parole au nom de 1001 Vie Habitat et de la relation entre l'association Keller Village et 1001 Vie Habitat, parce que nous avons effectivement, nous aussi, de très bonnes relations avec 1001 Vie Habitat. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Bien, juste un mot. Non, mais il ne s'agit pas de faire un meeting politique ici. Nous sommes ici dans ce conseil de quartier. Non, parce que bon, on peut applaudir, etc. Mais enfin bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'essayer de faire le point sur la dévolution de la tour Keller. Je rappelle le fonctionnement des conseils de quartier en tant que maire, dont je suis le garant, bien sûr. C'est qu'il y a un conseil de quartier dont les membres sont autour de cette table. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des conseils de quartier. Donc, sur les 10 conseils de quartier du 15e, la formule est la même, pour que ce soit tout à fait égalitaire et homothétique. C'est-à-dire qu'il y a le conseil de quartier qui siège autour des tables. Donc, ce sont les conseillers de quartier. Madame Badia-Durand siège à cette table en tant que conseillère de quartier, comme tous les autres membres du conseil de quartier, ainsi que les élus qui ont été désignés par moi-même. Ensuite, il y a une présidence qui est assurée par une habitante, puisque j'ai souhaité que ce soit les habitants qui président les conseils de quartier, non plus les adjoints. D'ailleurs, mon adjointe n'a pas pu être là parce que, comme vous le savez peut-être, elle est en train d'accoucher ou pratiquement, enfin voilà. Donc je lui souhaite évidemment beaucoup de bonheur, mais elle n'a pas pu être présente pour des raisons donc médicales. Et il y a ensuite un ordre du jour qui a été établi, élaboré, moi je n'y étais pas, mais par le conseil de quartier en réunion de pré-conseil. Et c'est évidemment cet ordre du jour qui va être suivi. Il faut qu'il y ait un minimum de règles. Ces règles d'ailleurs sont fixées par le règlement intérieur des conseils de quartier qui a été adopté au conseil d'arrondissement, je crois à la quasi-unanimité d'ailleurs il y a quelques années. Donc voilà. Ensuite, évidemment, chacun a la parole et chacun pourra s'exprimer sous l'autorité bienveillante de la présidente du conseil de quartier. Voilà. Donc je voulais rappeler en tant que maire ces règles qui sont celles du fonctionnement du conseil de quartier et qui nous permettront, dans la joie et la bonne humeur, de pouvoir les uns et les autres s'exprimer autant qu'il le faudra, tout en sachant que nous devons rendre les locaux à 21h puisque nous avons des conventions avec les établissements scolaires, voilà, et qu'il y a d'autres points à l'ordre du jour, je crois, d'après ce que j'ai vu. Merci. Merci, monsieur le maire. Je donne la parole donc à Post Immo par la voix de monsieur Jean-Louis Boudol. Très bien.
Bonjour. Donc Postimo est la société qui gère pour le compte de la Poste les actifs immobiliers, dont fait partie l'ensemble du mobilier Keller, pas la tour Keller. Très récemment, en fait, on a monté une opération avec Mille et une Vie, une opération assez classique, où en fait chacun est devenu propriétaire, Mille et une Vie de la tour, et nous du niveau qui est de la dalle et des deux niveaux sous dalle. Postimo, c'est la Poste. Je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'on est ce qu'on appelle un investisseur de long terme. On est là à Paris, en France, pour très longtemps, en permanence. Et ce site-là, pour nous, est un site important sur lequel on travaille depuis très longtemps. Le débouclage de l'opération avec Mille et une Vie a été un peu long, parce que c'est des opérations immobilières, c'est long. Et on s'inscrit, nous, dans la durée, et on s'inscrit totalement, avec la SEM, dans une restructuration, on va dire, avec un traitement paysager environnemental fort de cette dalle. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Pour vous donner un tout petit peu de perspective, on va vraisemblablement lancer un concours avec l'appui de la SEM et des habitants du 15e arrondissement pour voir comment en fait l'environnement va être fait. Voilà, sachant que je parle de l'environnement visible, c'est-à-dire de la dalle et puis de ses abords. Voilà, en particulier de la zone aujourd'hui qui est la crèche et qu'on pense pouvoir améliorer en termes d'image et peut-être d'efficacité. Voilà. Excusez-moi, j'aurais dû commencer par là. Mon directeur général avec qui je travaille, Rémi Ferret, je devais être là, donc je vous prie de l'excuser. Voilà, mais je le remplace. C'est moi qui m'occupe de tous les projets de ce type-là en France et sur Paris, donc je suis à pied d'œuvre et pendant encore quelques années sur ce sujet-là. Voilà. Excusez-moi, Postimo reste propriétaire d'une partie, vous ne l'avez pas dit, totalement, oui, j'ai mal entendu. Complètement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques. Voilà, on était sous un régime, si vous voulez. Alors, si vous voulez, je suis rentré dans les détails. Voilà, je vais rentrer dans un détail, donc c'est juridique. On était sous un régime donc, qui a démarré dans fin des années 60. On est sur ce qu'on appelle un bail amphithéotique de longue durée. Donc, les baux amphithéotiques, en fait, la Poste, à l'époque, le ministère des PTT, donc a donné à construction à une structure qui s'appelait Terre et Famille, oui, qui est devenue Coopération et Famille, qui est devenue Mille et une Vie Habitat. Donc ça, ce sont les différentes phases de la vie des sociétés. Toujours est-il que cette société-là a été ce qu'on appelle un preneur du bail amphithéotique. Nous étant le bailleur, le principe d'un bail amphithéotique, c'est que le propriétaire du sol, en fait, donne des droits à construction. Je fais un peu plus simple, mais donne la possibilité à une structure de construire quelque chose, voilà, et d'en tirer surtout les bénéfices et les loyers pendant une période assez longue, généralement entre 50, 60, 70 ans. Là, on arrivait à un terme qui n'était pas tout de suite, mais qui était dans environ 10 ans, dans la fin de ce bail-là. Et on a décidé ensemble, en fait, que chacun devait être chez lui en tant que propriétaire. C'était plus efficace pour un tas de raisons. Donc nous, on est propriétaire de ce qui nous intéresse énormément, c'est-à-dire est responsable de la dalle et des deux niveaux sous la dalle. Et Coopération et Famille, donc maintenant Mille et une Vie Habitat, est devenu propriétaire, donc le 21 dernier, donc c'est tout récent, de la tour, donc la totalité de la tour, et du niveau de parking. Voilà. Voilà, je vous fais assez simplement, mais donc on est vraiment sur des structures qui sont propriétaires de niveau, ce qu'on appelle de volume. Après, on fait des séparations de réseaux, on fait un tas de choses pour que chacun soit bien chez lui et que chacun puisse mettre en œuvre ses politiques de restructuration d'investissement de cet ensemble immobilier qu'on a un petit peu besoin. Voilà. Donc, du coup, on va injecter beaucoup d'argent dans ce site qui, pour nous, est un site stratégique, voilà, en termes de positionnement. Voilà. Je ne peux pas vous donner les montants, mais vous doutez bien que c'est des sommes importantes. Bonsoir à tous, donc Henri Lecourt, je représente Mille et une Vie Habitat avec les équipes de gérance qui sont à ma droite. On tenait effectivement à accompagner la Poste sur cette présentation. Comme l'a particulièrement bien décrit M. Boudol, on est sur une relation partenariale de long terme puisque effectivement c'est nous qui avions construit l'ensemble
aussi bien les volumes qui sont occupés par la Poste aujourd'hui que les espaces de superstructure, donc la tour en elle-même. Aujourd'hui, donc ces réflexions qui durent déjà depuis 2-3 ans, elles vont dans une logique pérenne, dans le sens où voilà, on est sur quasiment 500 logements pour ce qui représente la partie habitation et à peu près 30 à 50 000 mètres carrés en ce qui concerne la partie infrastructure, donc plutôt orientée sur de la logistique ou les stationnements. Cette logique, elle va... Oui, ouais, mais avec la totalité. Ah, avec la tour. Cette logique, elle va dans le sens où effectivement, dans les 10 années qui couraient, Coopération et Famille, aujourd'hui Mille et une Vie Habitat, se voyait perdre ses droits et donc potentiellement perdre le maintien en place des locataires, en tout cas leur assurer la vocation pérenne du logement social. Aujourd'hui, en achetant la pleine propriété de la tour, on s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire qu'on devient pleinement propriétaire, on renouvelle les conventions appel, ce qui veut dire qu'elle continue de perdurer aux conditions actuelles, c'est-à-dire qu'en fait pour chacun des locataires, ils sont suivis par Mille et une Vie Habitat. Pour eux, il n'y a aucun changement dans la mesure où on était on était déjà gestionnaire du patrimoine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de propriétaire visible pour chacun des locataires. Voilà. Il y a une continuité des baux dans les droits et actions et sur lesquels on s'engagera à réaliser des travaux qui étaient difficilement réalisables si on était resté sur une durée courte, voilà, une dizaine d'années, qui ne nous permettait pas justement de pouvoir intégrer un programme de travaux qui seront plus largement étayés dans une réunion publique directement concernée à la fois par les associations et les occupants de la tour Keller. Et la Seine parisienne. Seine parisienne. Bonsoir. Donc, la Seine parisienne accompagnera les équipes de Postimo sur le projet qui va être développé, tout comme historiquement la SEM accompagne la totalité des projets présents sur le front de Seine. Merci. Est-ce que les intervenants sur le sujet Tour Keller ont pu parler? Donc on va pouvoir donner... Au conseiller d'abord. Pardon? Peut-être au conseiller de quartier d'abord, non? Oui, on va donner la parole au conseiller de quartier, puis à la salle pour les questions. Oui, je vous remercie Madame la Présidente. Je remercie Monsieur le maire qui est venu parce que c'est ce soir, je pense, une réunion importante depuis le temps que nous attendions de savoir ce qui allait se passer sur la dalle Keller et pour la tour. Je rappelle que ça fait maintenant 15 ans, en fait, qu'on ne pouvait pas réhabiliter la dalle Keller puisqu'il y avait eu un problème juridique qui se continuait avec la Seine parisienne et que lorsqu'on s'adressait à la Seine parisienne pour savoir pourquoi, dans le cadre de la réhabilitation générale, la dalle n'était pas réhabilitée, on nous disait on n'est pas propriétaire de la dalle. Donc effectivement, c'était à l'époque d'abord l'ancien ministère des PTT, puis Orange, puis maintenant la Postimo, qui est donc propriétaire de la partie dalle qui part au droit de la rue Keller pour aller jusqu'au passage des derniers tours de la dalle, c'est-à-dire la tour Perspective 2 et la tour Évasion Espace 2000. Donc enfin, cette dalle va être réhabilitée, parce que franchement, c'est un ghetto, quoi. Plus personne ose la fréquenter. Et d'ailleurs, quand on va parler, peut-être pas ce soir en détail, de la réhabilitation elle-même de la tour, que va devenir cette fosse qui est sur le côté gauche et qui sert d'ailleurs de tout. D'ailleurs, je n'ai jamais su à quoi effectivement elle servait, si ce n'était d'amener peut-être à des sorties de secours, puisqu'il y a des portes en bas. Je ne sais pas où elles mènent, mais enfin bon, c'était une drôle d'architecture qui avait été prévue à ce moment-là. Donc, tant mieux si ce soir on peut apprendre que enfin la dalle Keller va être réhabilitée. Il ne restera plus, Monsieur le maire, qu'un petit bout de la dalle de la CPU,
Oui, la PCU, derrière la bibliothèque André Chédid. Il restera encore un petit bout, puisque la SEM parisienne ne peut pas y toucher, puisque c'est la CPCU qui est propriétaire. Donc on va arriver au bout. Nous avions eu, il y a quelques années, puisqu'il y avait eu une autorisation préalable d'afficher, nous étions allés donc au service d'urbanisme voir un peu de quoi il s'agissait. Je ne pense pas que vous arriviez ce soir avec le même projet. Donc les plans et ce qu'on nous avait montré ne correspondent pas du tout à votre projet actuel. Bon, enfin, écoutez, moi je dis ça parce que on nous a, excusez-moi l'expression, trimballé pendant 3 ou 4 ans avec un affichage de déclaration de travaux et d'autorisation préalable qui n'ont jamais été réalisés. Donc tant mieux si ce soir on peut enfin concrétiser. Alors, vous disiez vous êtes propriétaire de la dalle parce que vous êtes propriétaire du sol naturel. Il y a ici... oui, mais il y a ici une spécificité sur cette zone, c'est que les propriétaires du sol naturel sont propriétaires de la dalle. Si vous n'êtes pas propriétaire du sol naturel, vous ne pouvez pas être propriétaire de la dalle. Donc vous êtes propriétaire des sols pour où se faisait le travail de tri de la Poste. Il y avait une activité de la Poste avec des camions qui venaient tous les jours. Donc cette partie-là est libre. Vous allez peut-être nous dire ce que vous allez en faire. Peut-être vous allez en faire des parkings. Donc on est à l'écoute pour savoir exactement qu'est-ce qui va se passer rue Keller, qui est déjà une rue très chargée. Hein. Alors maintenant, pour la tour, là il y a un autre problème, parce que la tour, c'est pas des plantes vertes et puis des arbres que vous allez sûrement planter, c'est des gens qui habitent dans la tour. Alors, ici, il y a dans la salle Madame Josiane Lamotte, que les gens de Milieu Vie Habitable doivent bien connaître, puisqu'elle est administratrice dans vos conseils de surveillance et de directoire, et elle est élue par les locataires de l'ensemble de la France de ce qui était coopération et famille, et aujourd'hui elle est Milieu Habitable. Donc elle aura sûrement des questions précises à vous poser, mais moi j'en ai une. Quelles sont les conséquences exactes pour les locataires de la tour de cette vente entre, je ne sais pas si c'est une vente parce que vous êtes une filiale, seulement on note que quand même AXA est actionnaire à 90% chez vous. Donc que dit AXA de toutes ces opérations-là et que va demander AXA dans le rapport des loyers? Donc si vous êtes propriétaire de la dalle, par contre, la tour, si j'ai bien compris, a un bail à construction qui doit se terminer en 2028. Donc, la ville de Paris doit peut-être avoir quelque chose à dire là-dedans. Est-ce qu'il y aura une délibération de la ville de Paris? Est-ce que tous les logements vont rester des logements PLUS, PLA, PLS? Quels vont être les changements réels pour les habitants de la tour sur le montant des loyers et des charges? Alors, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de points qui ont été abordés. Il y a des points qui seront plutôt précisés par la Poste. Vu qu'on terminait sur les aspects de Mille et une Vie Habitat, je me permets de prendre la parole. Alors, c'est bien que Madame Lamotte soit là, puisqu'on s'est vu en conseil de surveillance, justement, quand on a présenté l'opération. Encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a plus de bail emphytéotique aujourd'hui. On a vraiment la propriété de la Poste, qui se compose de la dalle et des deux niveaux qui la succèdent. Et Mille et une Vie Habitat est propriétaire de la tour d'habitation et du niveau de stationnement qui se situe sous les deux niveaux de la Poste. Voilà. En fait, il y a une strate en 3 étages, quasiment sous la dalle, pour être tout à fait précis, 2 qui seront occupés par la Poste et 1 qui continuera d'être occupé par les locataires de la Poste, comme c'est le cas aujourd'hui, quoi. Donc, on a acquis, il n'y a plus de bail emphytéotique, donc on est pleinement propriétaire, on s'inscrit dans la durée, il n'y a aucun problème de vente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était sous convention APL qui devait s'éteindre à l'issue du bail emphytéotique, donc sous 8 ans. En rachetant la pleine propriété de cette tour, on fait perdurer tacitement, mais de façon mathématique, comme on y est voué de par notre statut, hein, c'est-à-dire qu'un déconventionnement, il pourrait être validé uniquement par accord préfectoral. Là, il n'y a aucun dossier qui a été déposé par accord préfectoral. Ce qui a été validé également au conseil de surveillance, c'est de faire perdurer les loyers ad vitam aeternam. La seule chose qui est aujourd'hui en cours, de toute manière, dans la vie d'un bail, que ce soit un bail social ou que ce soit un bail privé, c'est la réindexation des loyers suivant l'indice de révision des loyers. Voilà, qui est validé tous les ans de façon mathématique. Donc pour les locataires, ça reste les mêmes interlocuteurs, ça reste toujours Mille et une Vie Habitat, ça reste toujours les mêmes loyers et avec les mêmes conditions d'attribution.
Voilà, il n'y a vraiment aucun changement, que ce soit les réservataires de la Poste, que ce soit les réservataires autres, divers et variés, qui peuvent avoir sur la tour en elle-même. Il n'y a aucune modification sur toutes les conditions administratives et réglementaires propres à la tour. Voilà. C'est... Jusqu'à sans limite, en fait, quoi. C'est là, l'échéance elle arrivait parce qu'on était sous bail amphithéotique. Ce qui... S'il vous plaît, on va d'abord laisser la parole au conseiller de quartier et après je donne la parole à la salle. Je laisse, moi, le côté, disons, locataire. Je ne suis pas compétente dans le sujet, mais bon, je voulais vous poser une question un petit peu en avance, monsieur. Parce que la dalle Keller 6, là, devient un jardin, ce que tout le monde souhaite, bien entendu. Il faut savoir que l'entretien de ce jardin incombait aux locataires pour à peu près 80% du coût de l'entretien. Et c'est quand même très très cher. Je crois que j'ai quelqu'un dans la salle qui peut me dire dans les 12 000 euros, je crois, par an. 13 000 euros par an, qui étaient donc à la charge des locataires. Sachant que en 2018, la mairie de Paris a décidé de réduire la subvention qu'elle accordait à l'entretien de la dalle, sachant que la crèche va disparaître, qui va prendre en charge l'entretien du futur jardin. Voilà. Non, mais votre question est tout à fait logique. La réponse, vous allez voir, ma réponse est très simple. On devient propriétaire. Donc, comme on est propriétaire, eh bien, on assume les charges qui sont associées aux surfaces dont on est propriétaire. C'est un site qui a ce qu'on appelle une servitude de passage public. C'est-à-dire qu'on va pas l'objectif, c'est pas de le garder pour nous. On n'a pas d'intérêt. C'est d'en faire un site. Et ce que je disais tout à l'heure, vraiment en coordination avec la SEM, avec la ville, avec la mairie, de faire un site qui correspond aux attentes. Alors oui, paysager, je pense que voilà, nous on a fait quelques expériences de potager urbain sur des sites Paris intramuros qui fonctionnent très bien. Donc on vous proposera, c'est accepté, sinon on ne sera pas accepté. Ce sera sur des petites surfaces, mais je pense que c'est des choses qui sont intéressantes. S'agissant des charges de la dalle, on paye les charges de la dalle comme tout propriétaire d'un site. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Les locataires payaient les charges de la dalle parce que au titre du preneur du bail amphithéotique, ils étaient en gros comme propriétaires. Voilà, mais voilà, ils étaient propriétaires, mais que pendant 8 ans encore. C'est-à-dire qu'au bout des 8 ans, c'était fini. Donc là, maintenant, ils sont propriétaires ad vitam aeternam de la tour, et nous, de la dalle et des nouveaux infras. Donc les charges de la dalle, ce seront à notre charge. Voilà. Je voudrais dire un mot à propos de la dalle, monsieur le maire. Parce que pendant un certain nombre d'années, la SEM Paris Seine a facturé tous les trimestres une quote-part. Alors nous, les copropriétaires, on continue à payer, mais nous avions obtenu pendant un certain temps, alors je ne sais pas du coup où on en est avec la tour Beaugrenelle et la tour Keller, la participation forfaitaire que vous, les propriétaires, vous répercutiez sur les charges locatives. Or, dans le bail et dans les décrets, le décret des charges locatives en France de récupération, il n'y en a jamais eu qu'un propriétaire il pouvait récupérer des frais de dalle que lui facturait quelqu'un d'autre. Alors moi, j'ai souvenir qu'on était arrivé à force de bagarrer avec la SEM Paris Seine, de faire annuler cette facturation trimestrielle pour la tour Keller et pour la tour Beaugrenelle. Là maintenant, je ne sais pas où on en est, mais je pense que ce soir, la SEM Paris Seine pourrait nous assurer qu'elle ne va plus facturer aux locataires de la tour Keller et de la tour Beaugrenelle des frais de dalle pour les charges locatives. Nous, les copropriétaires, on est déjà en forte discussion parce qu'on voudrait bien cesser de vous les payer, mais alors là, les récupérer sur les charges locatives, c'est tout à fait exagéré, hein. Alors, concernant les charges, c'est un accord qui avait lieu sur le modèle juridique dont dépendait la tour et dépendait l'espace de dalle Keller. Et uniquement, comme vous avez pu l'entendre, le modèle juridique a changé. Et donc la répartition des frais, vous l'avez indiqué, est à charge du propriétaire, uniquement. Et pas des locataires. Non, mais c'était récupéré sur les locataires. Oui, m'excusez. Monsieur Goujon va parler.
Voilà, juste un mot, parce que, bon, évidemment, on peut présenter les choses de façon différente, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Là, je pense, et nous en avons beaucoup discuté, puisqu'il y a eu plusieurs réunions, même en mairie du 15e, même si la mairie du 15e n'a pas de prise directe là-dessus, mais évidemment, nous essayons de faire en sorte que les projets se fassent dans l'intérêt des habitants. En tout cas, c'est la vocation de la mairie, comme d'autres instances d'ailleurs. C'était très long, c'est vrai, c'était très long, ces négociations étaient très longues, elles ont duré trop longtemps à mon goût, mais enfin c'est comme ça, ce sont des partenaires qui doivent s'entendre sur des montants, sur des projets, sur des accords juridiques, donc c'est très long tout ça. Donc je suis d'accord avec ce qui a été dit sur la durée trop importante, qui a fait que ce secteur et la tour et la dalle sont restés dans cet état beaucoup trop longtemps, état tout à fait déplorable, évidemment, comme vous êtes les premiers à pouvoir le constater. Mais aujourd'hui, je crois que nous tournons une page très importante et nous entrons dans une phase de réparation, de rénovation, de restructuration, tout en garantissant, et je crois que c'est ça qui est tout à fait essentiel, et pour aller dans le sens de ce qui a été dit par Mme Baudot et Mme Adé-Durand, maintenant la vocation sociale de cette tour et bien évidemment tout ce qui concerne le statut des habitants de cette tour. Rien ne sera modifié, et même au contraire, puisque il y aura, comme on l'a dit, un certain nombre d'améliorations. De surcroît, il y aura, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris des discussions que j'ai eues avec les différents partenaires, rénovation de la tour, aménagement de la dalle, et dans le sens que nous souhaitons tous, c'est-à-dire de sortir de ce pari architectural, urbanistique, minéral par une végétalisation. Vous avez pu constater que déjà, avec la Seine-Paris-Seine et d'autres, l'autre côté, enfin la dalle du front de Seine a été végétalisée, que nous sommes en train de végétaliser les quais hauts, que les quais bas aussi seront aménagés en promenade. Donc il y a une végétalisation de tout ça. Donc en tout cas, moi, c'est le souhait qui est le mien, c'est la végétalisation de cette dalle, voir ce qu'on fera de ce bâtiment qui est libéré par la crèche qui va s'installer en bas après derrière le collège Apollinaire, qui permettra, d'ailleurs je le dis au passage, de créer une crèche là, de 99 berceaux, qui est encore plus importante et qui sera évidemment ultra moderne avec quelques logements supplémentaires. Donc moi j'y vois plutôt des avancées. Maintenant, il est important de vous entendre aussi et surtout de vous dire les choses, et c'est la raison pour laquelle sont présents ici tous les partenaires, la Seine-Paris-Seine et la Poste, etc., pour vous indiquer très exactement ce qui va se passer. Je crois que déjà l'expression des différents partenaires de l'opération était très claire. Maintenant, à vous de poser aussi les questions sensibles qui vous paraissent pas clarifiées par les exposés qui viennent d'avoir lieu. Mais encore une fois, l'objectif est l'amélioration. L'objectif n'est pas l'enrichissement des uns ou des autres. L'objectif, c'est que la vocation sociale de la tour perdure et qu'il y ait une rénovation de cette tour comme nous l'avons fait dans tout le front de Seine. Vous voyez que chaque tour du front de Seine, que ce soit des projets privés ou pas d'ailleurs, se rénove peu à peu. Parce que ce front de Seine a quand même beaucoup vieilli depuis sa construction. La dalle aussi avait besoin d'une restructuration. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une phase de restructuration de la dalle. Je parle de la dalle du front de Seine. Et c'est vrai que ce qui restait à la traîne, hélas, qui était délaissé, c'était la dalle Keller et la tour. Aujourd'hui, je pense qu'on s'engage justement dans la phase de rénovation. J'espère ne pas me tromper. En tout cas, je fais confiance aux opérateurs de cette opération, qui sont comme des institutions sérieuses et connues, pour que les choses aillent dans le bon sens.
On remercie Monsieur le maire et on donne la parole à... poser juste une dernière question. C'est quelque chose dont on discutera en interne, bien entendu, avec Mille et une Vie Habitat. Mais je voulais déjà évoquer le problème du ravalement, puisque vous le citez dans la lettre que vous aviez bien voulu nous faire parvenir le 22 novembre. Et nous avions, nous, insisté avec le précédent bailleur au sujet de ce ravalement, parce que la tour est vraiment en très, très piteux état. Les façades dégringolent, on voit les structures de fer au-dessous et on fait, disons, des petites opérations depuis des années avec des cordistes qui viennent boucher les trous. Donc, effectivement, une grande opération de ravalement s'impose. Mais ce que nous avions dit, nous, c'est que un ravalement sans l'isolation, je pense que ce serait un cautère sur une jambe de bois. C'est vrai que l'isolation, ça coûte très très cher, mais c'est ce qu'on voit sur les autres immeubles, qui a été très réussi sur la tour H15, qui est en train de réussir sur les autres habitations qui se trouvent rue Linois. Et je voulais savoir si, justement, dans le projet de ravalement, vous aviez déjà prévu les budgets isolation extérieure et ravalement. Voilà. Merci. Alors sur le sujet de ravalement des façades et plus précisément ce qu'on appelle couramment ITE, isolation thermique par l'extérieur, c'est une question qui a été abordée de façon assez exhaustive puisque dans le cadre de politique groupe, on a des exigences en termes de performance énergétique parce que justement on a une vocation pérenne de notre patrimoine. Ce qu'on fait pour vous, implicitement on le fait pour le patrimoine et réciproquement on le fait forcément pour le compte du groupe. Aujourd'hui on est sur une étiquette énergétique qui qualifie le patrimoine de qualitatif. Je sais que néanmoins c'est une réalité puisque sur 468 logements, on a quasiment la totalité des logements qui ont été diagnostiqués et qui révèlent cette étiquette qui est tout à fait honorable. Et aujourd'hui, on ne sera pas sur un ravalement intégrant une isolation thermique par l'extérieur. Voilà. C'est vraiment de l'argent gaspillé. Et là, si on devait, pour aller jusqu'au bout, si on devait intégrer une ITE, ce surcoût de travaux, il devrait s'appliquer mathématiquement aussi sur vos loyers. Donc, on peut... Ce serait... Mathématiquement, on peut. C'est-à-dire que à partir du moment, il y a l'aspect réglementaire. Vous parlez de plan de climat, etc. Pour pouvoir obtenir des subventions, il faut pouvoir justifier du besoin. Et typiquement, la fameuse étiquette permet pas d'obtenir justement ces financements complémentaires pour pouvoir intégrer l'isolation par l'extérieur, quoi. Voilà. On va discuter là. Est-ce qu'on peut nous assurer qu'il n'y aura pas un reconventionnement de la tour ? Est-ce que vous pouvez ce soir nous assurer qu'il n'y aura pas un reconventionnement de la tour ? Moi, je me suis laissé dire qu'il y avait 30 logements qui n'étaient pas conventionnés en la tour. Que vont devenir ces 30 logements ? Alors, ces 30 logements aujourd'hui ne sont pas conventionnés. Et on se laisse la possibilité de pouvoir les conventionner, ce qui va dans le sens du logement social. Nous, on est pour leur conventionnement. Ouais. On n'est pas que vous les laissiez en loyer libre. Ouais. Donc, on vous pose la question de ce soir, de savoir que vont devenir ces 30 logements qui, jusqu'à maintenant, n'étaient pas conventionnés. Et est-ce que tous les autres logements vont rester avec le statut PLUS ? Ou est-ce que vous envisagez de revoir compte tenu des revenus des gens qui habitent dans les logements ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout ce qui concerne le logement social sur la tour est maintenu. Que ce soit les loyers, que ce soit les commissions d'attribution, que ce soit les réservataires. Sur les 468 logements, en fait, il n'y en a qu'une trentaine qui ne sont pas conventionnés, pour être tout à fait précis. On a étudié le conventionnement. Donc il y a 90% de chances pour qu'on les conventionne, pour être tout à fait honnête. Mais ça ne faisait pas partie des accords qu'on avait avec la Poste. Et c'est des échanges qu'on dirait déjà depuis un certain temps et qu'on ne pouvait pas intégrer dans notre condition d'acquisition. Voilà. Par contre, c'est quelque chose qui est plutôt abouti chez nous. Et je vous dis, voilà, c'est pas acté aujourd'hui parce que justement, ça ne fait pas partie du cadre de l'acquisition. Mais encore une fois, à 90% des cas, si on n'obtient pas le conventionnement, ce serait une décision de l'État, quoi. Voilà, tout simplement. Oui, on donne la parole à la salle.
Ah oui, bonsoir, merci de m'avoir invitée. Donc, je suis administratrice des locataires donc à 1001 Vie Habitat. Je voudrais intervenir tout de même sur deux volets. Tout d'abord, le volet réhabilitation. Je sais qu'une réhabilitation isothermique extérieure, donc nous avons pris ça en conseil de surveillance, c'était pas pratique, c'était pas facile. Par contre, ce qu'on vous demande, nous, associations de locataires, c'est que d'impliquer dès le départ les associations de locataires, c'est-à-dire vous avez deux associations de locataires, non sur la Tour Keller, de les impliquer dès le départ du projet. C'est-à-dire ce que vous allez faire, la nature de la rénovation. Vous appelez rénovation, moi je préférais réhabilitation. Réhabilitation, c'est dans un sens plus large. Donc, réhabilitation, la nature des travaux, comment ça va se passer, la méthodologie, avec l'architecte, le budget, c'est pas nous qui payons, de toute façon, c'est le propriétaire, c'est 1001 Vie Habitat. Il ne doit absolument pas y avoir d'augmentation de loyer s'il y a une rénovation ou une réhabilitation. C'est hors de question, il n'a jamais été prévu d'augmentation de loyer lors d'une réhabilitation. C'est ce qui avait été conclu avec l'ancien bailleur et vous deviez reprendre toutes les décisions qui avaient été prises avec l'ancien bailleur. Donc il n'y a pas d'augmentation de loyer. Je précise quand même, c'est pas un ancien bailleur. Hein. En fait, non, c'est un repreneur, c'est-à-dire, oui, voilà. Bon, on parle de 1001 Vie Habitat, on ne va pas parler de l'ancien bailleur, on parle de 1001 Vie Habitat. Mais c'est très important d'impliquer, justement, et je le répéterai toujours, d'impliquer les associations de locataires qui sont sur place. Vous avez la chance d'avoir des amicales, des associations de locataires dans les résidences, il faut les impliquer dès le départ. Ce que vous allez faire, leurs besoins aussi, interrogez les locataires, faites des réunions, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs urgences, parce que dans la Tour Keller, moi je la connais depuis très longtemps, il n'y a jamais eu de réhabilitation. C'est vraiment catastrophique. Là, c'était sur le volet réhabilitation, je laisserai parler la salle. Moi, je voudrais revenir sur le volet social. Le volet social, actuellement, il y a 468 logements. Dans les 468 logements, il y a 433 en logements plus PLA et il y a 35 logements, ce qu'on appelle en PLI, c'est-à-dire les logements libres. Donc, non, ce sont des plus PLA. Ça, c'est la loi. Il ne faut pas confondre PLAI et plus PLA. Il y a les deux. Donc, moi, je parle la Tour Keller. Il y a 403 logements plus PLA. Et donc, il y a 35 logements libres, qui sont libres. C'est libre. On les appelle libres, c'est-à-dire ils ne sont pas conventionnés et surtout, ils ne sont pas soumis au SLS. Au supplément de loyer de solidarité. Il faut savoir que si la Tour, les 468 logements sont conventionnés, c'est-à-dire passent en plus PLA, tous les locataires qui dépassent le plafond des ressources seront assujettis au SLS. Ça, premier point. Deuxième point, il avait été question que ces 35 logements qui deviendraient des logements sociaux, passeraient en PLS. PLS avec des loyers PLS. Il était question aussi qu'un certain nombre de logements qui sont actuellement en plus PLA passeraient en PLS. PLS, actuellement le plus PLA c'est dans les 7,60 € le mètre carré, et s'il te plaît, 7,60 € le mètre carré, et si c'est du PLS, ça passerait à 13 € le mètre carré. Donc, il faudrait là aussi informer les locataires, quelle est la position, etc. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué. Je ne vais pas intervenir trop longtemps. Je préfère laisser la parole donc, aux associations. Voilà. C'est vrai que l'augmentation des loyers, ça nous préoccupe. Que vous ayez acheté la Tour Keller, apparemment, ça semble être une bonne chose. Mais ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est ces appartements qui risquent d'être... on ne sait pas. On se dit qu'une belle tour comme ça, en bord de Seine, dans le 15e arrondissement, avec voilà, ça peut donner peut-être des envies d'augmentation de loyer, je ne sais pas, en fait. Il y a beaucoup de gens qui payent des suppléments de loyer dans cette tour parce qu'il y a une mixité sociale, sauf que le supplément de loyer, c'est quelque chose qui est reversé en grande partie à l'État.
S'il y a des reconventionnements d'appartements, ça veut dire que l'augmentation de loyer, ce sera pour 1001 Vie Habitat, ce qu'on peut comprendre, hein, c'est tout à fait normal. Mais vous pouvez aussi comprendre qu'on se pose beaucoup de questions et qu'on est inquiet s'il y avait des logements qui étaient reconventionnés en PLS et plus en PLUS. Voilà, c'est une vraie question pour nous, parce que voilà, on tient à notre appartement, on tient à tout ça, et on n'a pas de garantie. Ok, la dalle, c'est très bien, tant mieux, c'est très bien. Le ravalement, c'est très bien, même si c'est pas tout à fait ce qu'on aurait souhaité. Mais ce qui nous importe surtout, c'est le loyer, c'est l'augmentation des loyers, et s'il y avait éventuellement un reconventionnement, voilà. Est-ce que vous pouvez nous garantir qu'il n'y en aura pas? Alors, je vais essayer de trouver des arguments supplémentaires parce que je pensais avoir été relativement précis. Mais alors, mon dernier argument, c'est de dire aujourd'hui, vous avez passé un bail avec 1001 Vie Habitat ou Coopération et Famille. C'est-à-dire que vous êtes déjà détenteur d'un contrat entre nous, qui étions auparavant gestionnaires, mais aujourd'hui propriétaires. Voilà, donc vous n'avez pas le droit de changer le bail. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un contrat entre nous, et d'autant plus avec la loi Elan aujourd'hui, c'est-à-dire que même si on voulait le faire, on n'a pas de recours sur. Voilà, donc voilà. Il n'y a pas d'incidence sur vos loyers, il n'y a pas d'incidence sur les rapports qu'on a aujourd'hui avec la gérance, avec les équipes techniques, entre les associations des locataires. Et effectivement, on a d'abord cette réunion de quartier. Hein. Il y a le projet Keller qui est une large envergure, mais on est sur une réunion de quartier. On avait compris qu'il y a un ordre du jour qui était un petit peu plus élargi. Il y aura bien entendu une réunion publique auquel seront conviés l'ensemble des locataires et des associations pour répondre plus largement. Voilà. C'est moins le lieu pour répondre à toutes nos questions qui nous posent. Excusez-moi, concernant les parkings, ça sera le même tarif? Au même titre que les logements, il n'y a toujours pas d'incidence, quoi. Il y a vraiment aucune modification. D'ailleurs, c'était un des termes pour être très précis, hein, et transparent avec la Poste. C'est-à-dire que la Poste nous avait dit voilà, si on distingue chacun nos propriétés, on ne veut pas être concerné par les problématiques réglementaires qui sont propres au logement social. Voilà. Oui, je voudrais juste dire un mot. Je rappelle que nous sommes dans un état de droit, qu'il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui sont interdites. Là, il ne s'agit pas d'un achat par un promoteur immobilier privé qui va transformer la tour en faire un palace 5 étoiles. Il s'agit de la même chose. Il n'y a aucun changement. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Et je n'aurais pas accepté autre chose, évidemment. Il n'y a aucun changement pour les habitants, sauf la rénovation, le ravalement, etc. C'est ça la différence. Alors, évidemment, vous avez raison de soulever le problème de cette trentaine de logements qui, aujourd'hui, ne sont pas conventionnés. On a dit que les 90% sont conventionnés. Alors là, peut-être s'appliquera... Bon, là, c'est une discussion qu'il faudra avoir, le SLS. Mais le SLS, ce n'est pas de la spéculation immobilière. C'est une loi qui permet simplement d'augmenter effectivement le loyer. Mais c'est une loi. Ce n'est pas décidé par le promoteur ou par l'opérateur. C'est une loi qui, simplement, fait payer un supplément de loyer aux personnes qui dépassent le seuil de ressources autorisé par la loi pour occuper un logement social. Voilà, c'est ça, chacun le sait. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer exactement là pour ces 30 logements. Vous avez dit qu'il y avait 90% de chances qu'ils soient reconventionnés, et donc à ce moment-là qu'il y ait application du SLS, effectivement. Mais, de toute façon, nous, en tant que mairie d'arrondissement, nous sommes aussi vos représentants, bien sûr. Il y a les associations de locataires qui font un énorme travail, et je les en remercie, je les félicite. C'est très important que nous ayons la connaissance des questions, des sujets, non seulement par les opérateurs, mais aussi par les locataires, hein, bien sûr. Et merci de leur travail et de leur implication. Mais nous sommes aussi vos représentants, et nous sommes en discussion avec les opérateurs. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où des questionnements se posent, nous sommes là pour être vos défenseurs, d'une certaine façon. Donc on verra avec ces logements de quoi il s'agit. Nous verrons aussi à ce que l'aménagement, avec SEM Paris Seine, etc., et puis les opérateurs, l'aménagement de la dalle soit réussi et permette un bel environnement qui aujourd'hui est catastrophique. Quand même, la dalle aujourd'hui, c'est difficile de faire pire quand même, hein, et laissé à l'abandon depuis des années, hélas. Voilà, aujourd'hui,
on entre dans une rénovation, réhabilitation, comme vous dites, absolument, restructuration et un nouvel aménagement urbain. Donc moi je pense que c'est un avantage pour les habitants. Merci d'être venus si nombreux d'ailleurs, même s'il ne s'agit pas d'une réunion de colocataires ou de copropriétaires et qu'il y a d'autres sujets à l'ordre du jour de conseil de quartier, mais évidemment ensuite il y aura les réunions, j'allais dire institutionnelles, obligatoires, régulières ou pas d'ailleurs, et de concertation avec les habitants et leurs représentants au niveau des associations de locataires. Les parkings, c'est Postimo qui va payer l'étanchéité. Et aussi, les parkings qu'on va récupérer au sous-sol, ils sont étayés parce qu'il y a eu des infiltrations très importantes. Qui c'est qui va payer tout ça? Postimo, ce qui a été abîmé. C'est pas vous qui allez payer, je peux vous le confirmer. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail du deal qu'on a fait avec Mille et Une Vie, mais pour faire simple, en fait, on vient au droit de Mille et Une Vie dans le deal, dans l'échange, donc on prend en charge les travaux. Voilà. Dans les travaux, là, parce que c'est pas que de la... Est-ce que vous avez une date concernant les travaux pour les parkings? Parce que actuellement, j'ai un parking, il pleut sur ma voiture. Et je ne peux absolument rien faire. C'est l'étanchéité de la dalle. Jusqu'à ce que mon assurance ne veuille plus m'assurer parce qu'elle est... Oui, alors vous parlez des véhicules qui sont dans les parkings du dernier sous-sol, les parkings actuellement les parkings de la Tour. Oui. Voilà. Tout à fait. Donc en fait, c'est pour ça que ça prend un peu de temps aussi notre négociation, parce que vous comprenez bien que voilà, faire un découpage, excusez-moi du terme qui est un peu trivial, mais voilà, on a découpé un volume qui est très complexe, voilà, donc une tour de niveau, et on a associé à ça en fait des travaux assez importants de remise en état. Donc entre autres, il n'y a pas que la partie qui va être très visible, hein, c'est-à-dire l'aménagement paysager, il y a aussi toute une reprise de toute l'étanchéité de la dalle. Voilà, donc ça veut dire mettre en œuvre des moyens techniques assez importants qui vont jusqu'à faire des reprises dans les parkings, effectivement, là où vous avez vos voitures. Et donc on a mis en place aussi un protocole avec Mille et Une Vie de façon à pouvoir traiter ça de façon efficace entre eux et nous. Donc on va, j'allais dire, travailler en bonne intelligence pour que les véhicules qui sont actuellement dans les zones sur lesquelles il pleut. Très urgent parce que là, je peux vous montrer une photo. Je vous crois même. Non, mais je vous fais voir. Parce que mon mari a collé des plastiques au plafond pour que ça ne tombe pas sur ma voiture. Parce que l'assurance... On peut voir. Excusez-moi, la photo n'est pas très belle. Ah oui. Des plastiques au plafond pour protéger ma voiture. Donc on détériore le plafond, on détériore parce qu'on a collé des plastiques. Ça fait des mois que c'est comme ça. Parce qu'on m'a bougé l'emplacement de 50 cm. Donc, et là je ne suis pas contente. Je me demandais si je devais payer à la CDC ou à Mille et Une Vie. Parce que là, je suis pas contente, je paye, mais j'ai pas un service. Donc ce désordre, justement, il fait suite aussi aux négociations. Enfin, même, c'était une des priorités des négociations entre La Poste et Mille et Une Vie Habitat, parce qu'on a eu un contentieux, justement, lié à la complexité des découpages des volumes et des responsabilités entre La Poste et nous. Donc, la problématique, puisque c'est une problématique à grande échelle, on le voit avec Saint-Paris-Seine, il y a la piscine, il y a Covivio, il y a un tas d'interlocuteurs en fait sur cette dalle. On parle aujourd'hui des deux propriétaires principaux, mais le problème il est un petit peu plus large que ça. Et quand on doit induire une responsabilité, ne serait-ce qu'une déclaration d'assurance, on le connaît tous. Même pour nous, quand on a un dégât des eaux, vous devez justifier par des expertises quelle est votre responsabilité. Et bien là, il s'est produit la même chose, sauf qu'à une échelle macro qui a pris 3 ans, qui a pris 4 ans, qui est beaucoup trop long, on est tous d'accord là-dessus. Et oui, mais là-dessus, on ne cherche même pas d'excuses, on est tous d'accord. Et effectivement, si je ne sais pas comment ça a été
comment l'information a été remontée d'un point de vue locatif. Et si on a possibilité, là c'est prévu dans le cadre du projet, puisque la priorité c'est d'abord de résoudre ce désordre-là avant de réaliser les travaux, que ce soit lié à la Poste ou que ce soit lié à 1001 Vie Habitat. Donc c'est la première chose, la première intervention qu'il va y avoir. Donc il va y avoir un accompagnement effectivement avec les occupants des sous-sols, puisque par rapport au nombre de logements, on est sur une partie marginale. Pour donner quelques chiffres, il y a 468 logements dans la tour, il y a moins de 200 emplacements de stationnement sur les sous-sols. C'est une incidence qui est différente, mais à la limite, tant mieux. Peut-être que ça permettra de libérer des places pour pouvoir les affecter à ces personnes qui sont les plus touchées. Ah, voilà, ça peut être une porte d'entrée, par exemple. Mais donc, on va traiter en plus. Voilà. Après, de donner un calendrier très précis entre le moment où votre place va être traitée et le calendrier réel de la réalisation des travaux, on va être honnête avec vous, avec la Poste, c'est-à-dire qu'on va devoir lancer des appels d'offres. Et pour ne pas vous charger d'un point de vue administratif, c'est-à-dire que ces appels d'offres, ils sont soumis, de par leur envergure, à un cadre réglementaire qui est compliqué. Par contre, le message qu'on peut passer, je pense l'agent sera d'accord avec moi, aux locataires qui sont touchés notamment par des problématiques au cas par cas, voilà, dire oui, on trouve une solution au cas par cas, c'est-à-dire on a possibilité, parce qu'on n'a pas 100% d'occupation sur ces stationnements, de vous dire votre place, on justifie d'un problématique et on s'engage à pouvoir vous réaménager sur un autre emplacement de stationnement. Non, parce qu'on m'avait proposé un autre emplacement, mais tout au fond du parking de la dalle, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, mais alors tout au fond, au plus profond du parking. Et quand je rentre à 3h du matin, excusez-moi, mais je ne suis pas fière dans le parking. Alors il vaut mieux dormir dans la voiture, parce que là, je suis plus tranquille. Bon, encore une fois, il s'agit d'un cas par cas et peut-être qu'il y aura d'autres solutions à apporter. Non, mais je suis désolé, mais il y a plein d'autres questions et je comprends votre problématique. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que on l'a pris en compte. Elle va être écoutée. Elle est cadrée aujourd'hui parce qu'on est dans un schéma où on a un changement radical d'orientation, puisqu'on a tout pouvoir pour faire, en fait, pour être simple, quoi. Voilà. Je pourrais vous parler 5 minutes après la réunion pour ne pas monopoliser. Est-ce que je pourrais... Oui, c'est... Oui, je voudrais savoir aussi, du point de vue cadastre, il va y avoir des révisions, enfin je ne sais pas, moi, il y a des démarches qui ont été faites, laisse-moi. Il y a des révisions, non, je ne sais pas comment ça va être, parce que sur le cadastre, il n'y a pas de modification, puisqu'en fait, il n'y a pas de nouvelle construction, il n'y a pas de... En fait, c'est un volume, on est... le périmètre Keller, on va le synthétiser de façon plus générale, c'est pas juste la tour et la dalle et les niveaux en dessous, c'est les bureaux qui est à côté, c'est la piscine, etc. Ouais, donc en fait, on est déjà sur un ensemble où on a un découpage de propriétés qui sont imbriquées en fonction des volumes et des espaces. Mais il y a eu quand même des problèmes de cadastre avec la renumérotation il y a une dizaine d'années de toute la tour Keller. Oh oui. Mais bon, ça ne va pas changer. 2 questions que vous voulez adresser à qui? J'ai 2 questions très courtes. D'accord. Est-ce que je peux les poser? Puisqu'il n'y aura pas de déconventionnement, puisqu'il n'y aura pas de déconventionnement, la compétence logement à Paris, vous le savez, c'est la loi, c'est le Conseil général, c'est-à-dire la ville de Paris, qui a la compétence logement. En l'occurrence, il y a le préfet, mais c'est quand même le Conseil général de Paris. Oui, c'est le Conseil général, la compétence logement. Enfin, le Conseil départemental, pardon, je suis ancienne mode. C'est la ville de Paris, il n'y a plus de conseil départemental à Paris. Oui, alors c'est la ville qui a la compétence logement. Donc, est-ce que la ville de Paris aura une délibération à prendre dans cette opération? Non mais je vous assure, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, il n'y aura pas de déconventionnement. La seule chose qu'il va y avoir, c'est éventuellement le conventionnement des 30 logements supplémentaires. D'accord, voilà. Parce que dans le cadre du plan climat Paris, puisqu'on parlait de revêtement et d'isolation, la ville de Paris
à des crédits dans le cadre du plan climat de Paris. Oui, mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que pour avoir ces attributions, il faut un cadre relativement précis. Oui. Et que si on avait pu les solliciter, on aurait été forcément les premiers intéressés. Ouais, c'est sûr que vous ne pouvez pas faire une isolation actuellement sans entreprendre des travaux très importants de structure de la tour, puisque vous le savez, il y a des blocs de béton qui se sont détachés et qu'on en est aujourd'hui à voir l'armature, le béton armé. Hein. Donc là, je pense qu'effectivement, les 6 ou 7 millions de travaux dont on a entendu parler ici ou là, je ne sais pas s'ils suffiront pour remettre la tour en toit. Moi, j'ai qu'une question. Enfin, j'en dis deux. La première question, c'est au niveau des travaux, est-ce qu'il y a des travaux en attente qui touchent à la sécurité incendie? Et si oui, est-ce que vous comptez les faire en priorité? Et alors, vous savez, ça fait 15 ans que le quartier vit dans des travaux. Et monsieur le maire le sait, pour nous, on a eu une vie infernale. Donc, quand on entend que vous allez casser la dalle, et on le comprend pour faire l'étanchéité et les travaux, il faudra quand même qu'on examine de très près, monsieur le maire, qu'on ait le moins de nuisances possible, que les engins qui soient utilisés sont le moins de nuisances possible, qu'on commence pas les travaux le matin à 7h, qu'on les termine pas à 10h le soir. Là, on aura franchement une discussion de détail à avoir avec vous, parce qu'on a quand même vécu l'enfer. Et sur les choses qu'on avait vues il y a quelques années, là, il y avait 2 jardins partagés. Et je sais qu'il y a une forte demande de l'association qui gère le jardin partagé sur la dalle côté du centre commercial et qui souhaiterait, compte tenu de la liste d'attente de gens qui veulent cultiver un jardin partagé, je crois qu'on peut ce soir vous demander de prendre en compte cette demande qui avait été faite au départ de jardin partagé. Et alors la dernière question, monsieur le maire, c'est l'immeuble qui est là, puisque monsieur Boudol est là, le central téléphonique là, qu'est-ce que vous allez en faire? Parce qu'il n'y a pratiquement personne dedans. Ils sont 5 employés. Alors, c'est pas du tout à nous. Enfin, c'est une structure qui s'appelle, encore une fois, il faut remonter un peu dans l'histoire. Là, quand la Poste et France Télécom sont séparés, ils ont séparé leurs actifs. C'est un site Orange qui appartenait à Foncière des Régions, qui est devenu Covivio. Donc c'est un site Covivio aujourd'hui, donc c'est la structure anciennement Foncière des Régions, et c'est un central téléphonique de Orange, initialement, qui, vous savez bien, a vendu tous ses actifs, hein. Donc n'est que locataire. Donc le site appartient à une structure qui s'appelle Covivio, anciennement Foncière des Régions, mais qui est en dehors complètement de notre opération, complètement. Oui, mais pour nous c'est important. Hein, oui, madame, mais alors là, pour le coup, je peux vous donner des infos, enfin, je peux dire ce qu'on va faire sur les sites qui nous appartiennent. Alors, par contre, sur le site de Covivio, vous parlez bien du grand bâtiment qui est derrière la dalle. Oui, celui-là, là. Qui va depuis Javel. Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais celui-ci appartient à Covivio. Voilà. Je peux juste poser, s'il vous plaît, une dernière question, justement, dans la continuité de ce que va faire la Poste. La Poste conserve ses garages qui seront réhabilités et utilisés pour de la logistique interne, nous a-t-on dit. Hein. Alors, les camions, les livraisons se feront à l'intérieur, nous dit-on. Mais la Poste proposerait même des espaces de livraison pour les camions livrant le centre commercial Beaugrenelle. Est-ce vrai? Donc notre question, quel stationnement pour ceux de ces camions qui ne pourront pas entrer? Ne risqueront-ils pas de déborder devant la tour Keller? Merci. Là, vous rentrez dans ce que je préfère, c'est la logistique urbaine. Hein, c'est mon domaine de compétences particulier. Voilà. Voilà, j'en fais un peu partout à Paris et aussi en France. Vous avez raison. L'idée, en fait, quand on fait de la logistique urbaine, c'est de gérer au mieux les flux. Alors, en fait, le président de la Poste a pris un engagement très fort vis-à-vis de la ville de Paris. C'est de fonctionner ce qu'on appelle en mode doux. Voilà, donc à l'échéance Jeux Olympiques, c'est-à-dire qu'on n'aura aucun véhicule, nous, en livraison, qui soit autre que électrique ou très doux, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, des triporteurs. Vous en voyez beaucoup. Voilà. Donc, le site de Keller, vous voyez comme il est fait. Il y a un accès, enfin 2 accès, 2 rampes. Donc, c'est pas du tout un site qui est identique à ce que vous pouvez voir sur certaines grandes opérations. Par exemple, même si vous allez boulevard Ney ou Calberson, voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, l'idée, c'est de dire, pour éviter toutes les nuisances, en fait, on doit fonctionner en site fermé, c'est-à-dire faire rentrer des véhicules de livraison à l'intérieur, fermer le rideau. Donc pour ça, on fait quoi? On fait un traitement.
Oui, on fait un traitement, sol. Et en fait, on ne peut utiliser. L'objectif, c'est de ne pas utiliser le devant comme stationnement. Le principe, c'est ça. Donc, il faut dimensionner l'activité, non pas en fonction du nombre de véhicules qu'on va pouvoir amener à l'intérieur. Le centre commercial, il fonctionne un peu différemment. Il fait de la logistique urbaine. C'est une logistique surtout d'approvisionnement de son centre, ce qui est un modèle un tout petit peu différent. Voilà, très différent. Donc, après, Apsis pourrait tout à fait vous faire le cours. Moi, je ne vais pas vous faire le cours. Ce qu'on pense pouvoir proposer, c'est de dire qu'une partie de l'approvisionnement d'Apsis, on pourrait nous l'intégrer, une partie, et faire après une livraison du centre hectométrique à pied. On a un stock tampon, et puis on livre le centre à pied. Donc là, il n'y a pas de... Ça ne pourra pas gérer la totalité. Moi, je ne connais pas Je ne suis pas dans l'intimité du fonctionnement du centre commercial, mais effectivement, ils ont beaucoup de boutiques, donc beaucoup d'approvisionnement. On ne pourra pas tout absorber. On en absorbera vraisemblablement une partie. S'ils sont d'accord pour qu'on preste pour eux, on sera prestataire. Voilà. Ce sont des livraisons qui ne sont pas très homogènes parce qu'on livre énormément de matériaux différents dans ce centre commercial. Parce que nous avions proposé quelque chose qui n'a pas été retenu, mais un approvisionnement par la Seine avec des petits camions électriques qui iraient vers le centre commercial. On m'a traité d'utopiste à ce moment-là. J'espère qu'on y viendra. On y viendra, madame. Comme vous, je suis utopiste et j'y crois beaucoup à la Seine. Alors, je voudrais juste dire un mot là-dessus, mais... parce que ça concerne aussi là l'aménagement urbain à partir du moment où on se situe sur la voie publique. Nous avons évoqué tout ça, effectivement. Il y a de la logistique urbaine que nous sommes obligés de faire dans différents endroits, du 15e et de tout Paris d'ailleurs. Bon, vous savez bien, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Donc il faut faire des livraisons du dernier kilomètre avec des véhicules électriques en ville, enfin voilà. Donc il y a cette fonction qui sera mise en œuvre par la Poste sur ce site. Les livraisons au centre commercial Beaugrenelle, même si je ne veux pas entreprendre un débat sur le centre commercial Beaugrenelle, parce que bon, il est déjà tard, il y a beaucoup de questions, c'est totalement différent. Ce sont des livraisons qui se passent, à mon sens, assez mal d'ailleurs, qui sont extrêmement nuisantes pour la tour Keller, parce qu'ils n'ont jamais réussi à utiliser leur quai de débarquement de façon convenable. C'est ouvert, il y a du bruit le matin, ils déchargent sur la voie publique, les types s'invectivent les uns les autres, ça crie, il y a des chariots qui tombent, etc. Enfin, bref, donc ça ne va pas du tout. D'ailleurs, moi j'en fais la remarque assez régulièrement. Au centre commercial Beaugrenelle. Là, ça va nous permettre peut-être de mieux réguler les choses et aussi de voir très attentivement, et nous souhaitons, nous, Ville de Paris, mairie du 15e, être dans la boucle de discussion, parce que, bon, voir traverser la rue un peu dans tous les sens, ça demande à être quand même très, très réfléchi. On a beaucoup de difficultés avec le centre commercial. Bon, ça a été, je sais, 10 ans d'enfer pour les habitants au niveau de la construction. Le centre pose encore un certain nombre de problèmes, au niveau des livraisons, de l'approvisionnement, la grande récré d'ailleurs aussi. Et nous avons là la nécessité de trouver des solutions pour que cette rue devienne, la rue de l'ingénieur Keller, bon, je vais être très ambitieux quand je vais dire ça, devienne une rue tranquille, ce qui est loin. Oui, ben voilà. Mais avec ces constructions, l'aménagement de la dalle, le nouveau système de livraison, en tout cas, c'est l'objectif. Aujourd'hui, c'est catastrophique quand même ce qui se passe. Même je vois bien l'entretien des chaussées, des trottoirs, la propreté, etc. Tout ça est défoncé sans arrêt, enfin par des camions et autres. C'était pas fait pour livrer des tonnes et des tonnes de marchandises, cette rue de l'ingénieur Keller. Bon, le jardin partagé. Comme vous le savez, c'est ce que nous avons proposé et nous y sommes évidemment, on en a parlé avec Postimo, etc., une avis de vie très très favorable et une végétalisation maximum. Pour le bâtiment de la crèche actuellement, bon, peut-être qu'il va bientôt être désaffecté, nous avions envisagé, je vous dis ça de façon très transparente, à la mairie du 15e, de délocaliser pendant quelque temps le conservatoire de musique dans le bâtiment parce que nous restructurons, nous étendons le conservatoire de musique, donc il va y avoir des travaux. Mais le bâtiment est trop petit, donc ça ne se fera pas. C'était une utilisation économe
des deniers publics et qui n'est pas une nuisance, hein, c'est la musique et de la danse. Mais malheureusement, ça ne peut pas se faire, donc il y aura une autre affectation. J'espère que cette affectation sera menée en concertation avec la mairie du 15e, parce que, encore une fois, nous sommes garants de vos intérêts d'une certaine façon, et nous sommes les garants de tout ça. Nous allons suivre tout ça très attentivement. Les conditions dans lesquelles les chantiers se dérouleront, les horaires de chantier, les nuisances de chantier. Je suggère d'ailleurs qu'il y ait un comité de pilotage qui soit mis en place, comme nous faisons dans les grandes opérations, qui pourra se réunir tous les 2-3 mois avec les différents partenaires pour faire le point, voir les problèmes à régler, etc. Enfin bref, on a l'habitude de faire ça, hein, dans différentes opérations d'urbanisme. Donc il faut que les choses se fassent avec le moins de nuisances possible pour les habitants. Quant à Covivio, c'est une négociation, enfin une discussion que nous devons avoir avec cet organisme pour savoir effectivement ce qu'il en est. Moi, je vais la mener, hein, en tant que maire, voir un peu ce qui se passe dans ce central téléphonique. Pour le reste, oui, tout ce qui concerne la voie publique, les livraisons, les passages, dans cette rue qui est déjà difficile de fonctionnement, donc il y aura des discussions très approfondies. Une question pour Madame la Présidente, bonsoir. Est-ce que c'est une réunion Keller ou une réunion de quartier? Bonsoir monsieur, vous avez raison de poser la question, mais en fait, je pense que j'aurais dû vous donner tout l'ordre du jour. Je vais le faire tout de suite. Attendez, il reste 40 minutes. Hein. Oui, monsieur, mais nous avions un sujet très important en premier. Et ensuite, l'annoncer alors. Je vais vous donner ça évite de perdre du temps. Je vais vous donner tout de suite le déroulé de la réunion. Donc, avenir de la Tour Keller, nous y sommes encore. Ensuite, quartier Beaugrenelle, point voirie et circulation avec monsieur Éric Passieux. Ensuite, Coulée Verte, André Citroën, point d'étape avec monsieur Fabien Béroir. Et enfin, j'espère avoir quelques minutes pour vous présenter moi-même le budget participatif et le bilan de l'action du conseil de quartier sur ces dernières années. Et est-ce qu'il y a du temps pour les questions des habitants autres que la Tour Keller? Alors, par définition, les questions des habitants doivent être posées, mais je ne vous ai pas dit non, monsieur. Je ne vous ai pas du tout dit non. Quelle est votre question, monsieur? Comment? Je vous demande de poser votre question, je vous prie. Monsieur le maire étant là, c'est le bon moment. Merci, bonne soirée. Vous êtes tous témoins que j'ai donné la parole à ce monsieur qui est parti. Voilà, on le notera, monsieur le maire. Non, mais moi je ne connais pas la question, donc je ne peux pas apporter de réponse par définition. Peut-être que, enfin je ne sais pas, je ne veux pas interférer dans l'organisation du conseil de quartier, mais s'il n'y a plus de questions, il y aura évidemment d'autres réunions autour de Keller. On passe au sujet suivant, mais peut-être qu'il y a d'autres questions, je ne sais pas. Sous le contrôle de Madame la Présidente, je pense que le message il est clair. Hein. Les habitants ont besoin d'être rassurés. Ils sont devant des inconnus, des inconnus IES, UES. Donc il faut les rassurer. Il faut les associer à votre projet de réhabilitation au plus tôt. Et il faut aller dans ce sens. Et je pense qu'on peut passer maintenant au projet, à la suite de l'ordre du jour. Juste une petite question pour Mille et une vies. La tour étant des années 70, je pense qu'il y a de l'amiante. Alors, est-ce que vous envisagez de faire un désamiantage dans la tour? On a toujours un aléa, ce qu'on appelle un aléa amiante qui traite, qui est nécessaire sur l'ensemble des travaux qui touchent à partir du moment où on va toucher éventuellement de l'amiante. Là, les diagnostics qu'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des diagnostics visuels qui ne sont pas des diagnostics avant travaux, donc c'est ce qu'on appelle même très précisément des sondages destructifs. Lorsqu'on va devoir réaliser des travaux qui pourraient toucher, typiquement si on touche aux façades et qu'il y a de l'amiante dedans, on aura la provision nécessaire pour traiter cette problématique. Voilà. On va peut-être, excusez-moi, mais on va peut-être passer au second point. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a vraiment cette réunion publique. On va faire en sorte de la réaliser dans les meilleurs délais pour qu'elle soit vraiment exclusive
à la tour, à nos locataires et avec ce qui va se passer autour de la tour, quoi. Voilà. Bien, ça nous permet de passer la parole à Monsieur Éric Passieux. Est-il là ? Et on remercie les intervenants pour leur présence et pour les réponses apportées aux habitants. Les intervenants des 3 organismes qui étaient représentés ce soir. Merci. Passieux est chef de la section de voirie du 15e. Oui, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui le remplace parce qu'il y a personne? Non, si, il est là. Passieux. Ah, il est là. Ah, il est là. Très bien. Monsieur, vous allez vous présenter si vous voulez bien et exposer le point voirie et circulation. Bonjour à tous. Donc Éric Passieux, je m'occupe des voiries du 15e et 16e arrondissement. Voilà. Et je suis donc là pour répondre à vos questions. S'agissant du problème un peu général, la circulation, je pense que comme c'était quelque chose d'assez général, je pense que le plus simple, c'est quand même de faire des questions-réponses et de voir ce à quoi vous pensiez quand vous avez mis ça à l'ordre du jour. Bonsoir, Monsieur Passieux. Moreuil ADB 15. Je voudrais juste vous demander combien de temps les riverains de la rue Robert de Flers, des rues Cavaillé et du théâtre vont devoir attendre pour avoir un environnement décent et qu'on sorte du tiers-monde. Merci. Bientôt. Vous prenez d'autres questions? Non ou... Moi, j'ai une question à Monsieur Passieux qui m'a été posée il y a une quinzaine de jours en ce qui concerne l'aménagement de la Soudale. J'aimerais savoir si les aménagements liés notamment au parking moto, etc., si les dessins en fait de la Soudale sont définitifs ou est-ce qu'il va y avoir des évolutions? Pour rebondir sur la question de Monsieur Moreuil, sur les aménagements de la Soudale. Et moi, j'ai une question. Il y a énormément de travaux d'EDF et on voit que c'est rebouché. C'est ici. C'est très très mal rebouché et le revêtement n'est pas refait rue Ginoux, rue Lourmel, etc. Donc ça, j'aimerais savoir pourquoi c'est pas rebouché immédiatement, correctement. Charles Michel, pareil. J'ai aussi une question. Bonsoir d'abord, je remercie M. Goujon d'être là. Je me demandais pourquoi dans le passé nous avions la présence d'un certain nombre d'élus, je dirais d'opposition par exemple, de Verts, du Parti Socialiste et autres, et qu'apparemment, sauf erreur, je n'en vois pas. Là, ensuite, concernant le sujet de la circulation, il y a eu un mort hier au croisement linois Robert de Flers. Donc, je rejoins la position de M. Moreuil sur le fait qu'entre le bruit qui est continuel, qui transforme la rue Linois en une autoroute, et les conditions de circulation des voitures, des motos qui sont stationnées au croisement, des camions, des cars, j'en ai fait part à M. Pinec, qui n'est pas là. Je trouve que les cars de Novotel font n'importe quoi, les photos ne manquent pas, les vidéos non plus. Ils prennent les sens interdits, ils se garent très loin sous la dalle. Il y a un moment où il faut que ça cesse, il faut que le pouvoir public s'exprime et que la mairie de Paris s'exprime, que vous, en tant que maire du 15e, vous exprimiez là-dessus et que la loi reprenne sa place. Tout à l'heure, vous l'évoquiez dans un autre contexte. Il est grand temps que ça se passe, tant au niveau des nuisances qu'au niveau des accidents. Il y a eu un autre accident grave encore rue Linois et rue au croisement Robert de Flers il y a moins de 2 mois. On va compter les morts et les blessés. On pourra faire un tableau là et mettre des croix. Ça commence à bien faire. Et pollution réunie, puisqu'on est dans un monde où on parle d'environnement, le bruit, ça se termine très tard le soir, sans parler ce que je pense qu'on pourra évoquer en marge tout à l'heure, des travaux qui vont se faire sur la toiture de Beaugrenère. Vous m'excusez, c'est pas la circulation, mais comme vous avez à un moment témoigné de votre refus, je pose que ce refus subsiste puisqu'il sera un autre élément perturbateur pour le quartier et que votre parole, nous y croyons et qu'on espère qu'elle sera confirmée.
J'ai une question pour Monsieur Passieux. J'ai une question pour Monsieur Passieux. Monsieur Passieux, au dernier conseil de quartier, la dame qui représentait la voirie, je lui avais annoncé qu'il y avait 2 lampadaires qui fonctionnaient plus rue Keller depuis 2 ans. Au dernier conseil de quartier. Actuellement, les 2 lampadaires ne fonctionnent toujours pas. Alors, je voudrais bien savoir quand est-ce que vous avez l'intention de les remettre en service. Oui, monsieur le maire, moi, à propos du quartier et des remarques qui ont été faites par monsieur Maurice, par monsieur Moreuil, par monsieur Orlandi, je pense qu'il est temps aujourd'hui, 5 ans après la fin de la construction et l'ouverture du centre commercial, de refaire faire une étude globale du quartier, que ça soit au point de vue circulation, au point de vue stationnement, au point de vue parking, au point de vue de la vie de tous les jours dans ce quartier. Je pense maintenant que on avait fait beaucoup de remarques au moment de l'enquête publique. Il y a des choses qui ont été prises en compte, elles ont été plus ou moins oubliées. Il n'y a pas eu on n'a pas obligé, il n'y a pas eu tellement d'obligations avec le centre commercial. D'ailleurs, je vois que ce soir le directeur n'est pas là, alors qu'il est personnalité normalement et il siège ici et d'habitude il vient. Là, il n'est pas venu. Je pense que tout ce qui a pu être dit avant le dépôt des permis de construire, au moment des permis de construire. En fait, nous n'avons pas eu de projet urbain. Je regrette de le dire, on a eu un centre commercial, mais il n'y a pas eu de projet urbain. Et aujourd'hui, on est dans une situation où il faut tout revoir. On avait dit 65 000 m² de centre commercial, 12-14 millions de visiteurs par an. Ça nécessite quand même de regarder de près. Lorsqu'il y a eu des réunions de concertation en 2006, et j'ai ici un compte-rendu, une extinction qui a été fait, le compte-rendu devant les récriminations, et c'était une réunion à l'hôtel de ville, sous la présidence de Madame Hidalgo, qui était alors première adjointe. Elle n'avait pas l'urbanisme, mais elle était présidente de ce qui s'appelait la CMEA 15. Elle était première adjointe, elle était chargée du temps libre à l'époque, mais elle était présidente de la CMEA 15. Et la réunion s'est terminée quand, par contre, l'adjoint à l'urbanisme de l'époque, de M. Delanoë, a dit « Écoutez, laissons faire le centre commercial, on verra bien ce qui se passera et on prendra les mesures qu'il faudra quand tout sera terminé, on verra rue par rue. » Eh bien, aujourd'hui, il est temps qu'il soit fait une étude complète en prenant tous les besoins du quartier, en prenant en compte le fait qu'on est classé en zone touristique internationale, qu'on a besoin de moyens supplémentaires, des moyens de police, des moyens de sécurité, des moyens de nettoyage supplémentaires. On est à la limite de ce qui est vivable, monsieur le maire, le vendredi soir et le samedi toute la journée à Beaugrenelle. Sur les trottoirs, nous ne pouvons même plus, nous les riverains, sortir avec des caddies pour aller faire des courses. C'est terminé ça. On est dans un quartier qui est, je ne dis pas qu'il est unique, puisqu'il y a des autres... mais quand on prend le centre commercial de la place d'Italie, ça n'a rien à voir. On est dans des petites rues chez nous, avec une dalle. Et cette dalle a énormément changé, le sous-dalle. Il y a aujourd'hui des activités sous cette dalle qui n'existaient pas. Dans le temps, il y avait très peu de gens sous la dalle. Or, maintenant... les trottoirs sont tout le temps pleins. Et puis plein de saleté, entre parenthèses. Et c'est pas la faute des gens qui font le nettoyage, mais franchement... c'est dans un état qui est tout à fait anormal, compte tenu, et je le dis là, des impôts, des taxes d'habitation que nous continuons à payer, des charges pour la dalle et de l'ensemble des charges auxquelles nous devons nous faire face, qu'on soit locataire ou soit copropriétaire. Je pense maintenant qu'il est temps qu'on décide qu'une étude soit faite et dans le détail, et pas seulement de mettre la rue Linois à 30 km/h. L'accident très grave dont je pense effectivement que le motocycliste qui a été victime est décédé hier, mais c'est pas le premier. Tous les gens qui habitent dans ce quartier vous diront que toute la journée, on est envahi de voitures qui klaxonnent parce qu'il y a une circulation qui est épouvantable. Donc il faut aujourd'hui qu'il y ait une autre étude de fait.
Excusez-moi bien. Alors, on va demander à monsieur... Excusez-moi quand même de terminer. J'ai évoqué avec monsieur Pinet, qui n'est pas là ce soir, le sujet des autocars de Novotel. Il existe au niveau de la ville de Paris un règlement de stationnement pour ces autocars. Il n'est pas respecté. Vous pouvez voir certains jours 10, 12 autocars garés n'importe comment, faire des marches arrière, prendre les sens interdits rue du Théâtre. Ça, c'est les points sur lesquels je l'ai interrogé. Réponse de M. Pinet, qui a eu la gentillesse de me répondre, et je ne lui reproche pas. Je pense qu'il est lui-même confronté à un mur de béton. Est-ce à la mairie du 15e? Est-ce à la mairie de Paris? Il m'a répondu, de toute façon, vous savez, on n'a pas l'argent, donc il n'y a rien qui se fera. On ne peut rien faire. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Il y a trop d'autocars où on peut s'organiser pour que les autocars ne circulent plus sous la dalle. Ça éliminera déjà une partie des dangers. Et il existe des règlements au niveau de la ville, pourquoi ils ne sont pas respectés? Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Madame Baudot disait une chose très juste. Ce quartier, initialement, c'était un quartier formidable d'habitation avec des surfaces commerciales qui étaient en principe intégrées dedans. Là, on est dans une situation inverse où nous sommes des habitations qui sont spoliées de leur espace de vie qui nous était attribué. Les motos, les cars, les camions. Donc, il est temps que le plan de circulation qui n'a jamais été fait se fasse, parce que les morts, qui est responsable? Sinon, cette absence. Finalement, juste pour une anecdote, et je rebondis sur ce que disait monsieur derrière sur l'éclairage, on tombe dans le crétinisme. C'est-à-dire que actuellement, face à l'hôtel Novotel, j'ai dû intervenir parce qu'un des autocars qui, soi-disant, n'a pas le droit de stationner sur le trottoir, s'est garé sur le trottoir, a flingué un réverbère, et en flinguant le réverbère, il est resté pendant au moins 2 jours couché avec les fils électriques à nu. Je suis allé voir le directeur du Novotel, dit attendez, ou un des responsables, je crois rêver, il faut débarrasser ce réverbère et faire en sorte que vite on protège les câbles électriques. Je vous invite tous à aller voir demain matin, il y a un bitungo dessus blanc-rouge avec marqué « Attention, électricité ». Enfin, on va arrêter ces conneries, c'est pas possible. Le respect de la loi et le respect des autres, où commence-t-il, où se termine-t-il? Voilà. Monsieur Pacieux. Alors, je vais répondre parce que... Ah oui. Bonsoir. Les vélos ont pris l'habitude de remonter la rue Saint-Charles à contresens, alors qu'il n'y a pas de matérialisation au sol. Ils prétendent qu'ils ont le droit de le faire dans toutes les rues de Paris maintenant. J'ai failli être renversée à plusieurs reprises, sachant que les voitures viennent d'un côté et eux viennent de l'autre. Ils n'ont pas de klaxon et un jour, il y aura vraiment un accident grave. Et je pense que je ne suis pas la seule. D'accord. Alors, je vais tâcher de répondre un peu à toutes les questions dans l'ordre. Donc, en ce qui concerne les nuisances rue Robert de Flers, dans la Soudal, il y a un certain nombre de chantiers, dont notamment un de rénovation d'une des tours, pour lequel il y a une emprise assez importante. Il y a eu Mercure 2, il y a eu la piscine avant qui a été terminée. Il y avait... Donc, on est obligé de faire avec on parlait d'entretien tout à l'heure de l'immobilier, donc on est bien obligé de faciliter aussi ces aménagements-là. Donc, de fait, pour qu'il y ait quand même de la place, il y a eu un plan de circulation provisoire mis en place. Alors je ne m'étends pas dessus, mais il y a au moins ces chantiers-là. En ce qui concerne le stationnement moto, alors effectivement, on avait convenu... Attendez, je vais répondre aux questions, puis s'il y en a d'autres... Est-ce qu'on pourrait laisser l'intervenant déjà répondre aux premières questions et on reviendra sur vos questions? Oui, mais il y a eu plein de questions, donc permettez-lui de répondre dans l'ordre dans lequel il souhaite. Bon. Alors, je répondrai. J'ai encore compris qu'il y avait des trous dans les trottoirs, madame, et je répondrai. Madame, si vous voulez bien laisser en ce qui concerne l'aménagement de la Soudal, donc des stationnements motos, on avait beaucoup d'interrogations sur le stationnement des motos
notamment qui stationnaient sur les trottoirs. On avait vu lors de marches exploratoires d'ailleurs, avec d'ailleurs monsieur le maire, pour trouver des stationnements moto plus nombreux et éviter et rendre les trottoirs aux piétons. Donc c'est effectivement ce qu'on a mis en œuvre. Donc il y a beaucoup de stationnements moto qui a été placé en face du centre commercial, pratiquement dans la Soudal, et puis rue Emerio. C'est pour répondre en grande partie à cette demande. Si on s'aperçoit que ces emplacements motos ne sont pas utilisés, on pourra toujours revoir. Mais pour le moment, j'avais l'impression, en passant, qu'ils sont quand même bien... Alors, il n'y en a peut-être pas assez. Hein, vous voyez, on peut dire qu'il y en a trop ou pas assez. Donc, de toute façon... Pardon. Les aménagements de voirie, c'est des compromis. Hein, donc, on sait qu'il faut trancher. Il y a beaucoup de besoins piétons, automobiles, vélos, motos. Et... Alors attendez, je vais continuer. C'est proche du carrefour, et excusez-moi parce que je le dis au-dessus, je pense que des gens qui se garent là se pensent prêts à démarrer comme sur une rampe de lancement, ils démarrent comme des bombes. Et je crains que ce soit une cause possible d'accident. Alors je vais vous répondre tout de suite sur l'accident que je connais. Celui-ci, je ne le connais pas, mais dès qu'il y a un accident grave et a fortiori mortel, il y a des enquêtes qui sont faites auxquelles mes services participent. Hein. Pour le moment, j'ai pu passer à travers quelques mails dans la journée, mais je n'ai pas été informé. Peut-être que les premières informations de la police qui m'ont été transmises aussitôt, c'est un excès de vitesse du motard qui est totalement en faute. Et pas du tout la camionnette qui l'a percuté. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de danger dans cette rue par ailleurs, mais pour cet accident particulier, c'est la vitesse du motard qui l'a causé. Hein. Vous avez parfaitement raison, parce que malheureusement, de loin, j'ai assisté à cet accident, et je me suis dit que c'est un dingue, il a accéléré comme un fou. Et pourquoi? Parce que je reviens à ce stationnement est proche du carrefour. Je ne sais pas si j'avais une moto, j'ai essayé d'en avoir une. Faites une étude, vous allez voir. Comme un dingue, je serai là, j'embraye, et ça a été là. À mon avis, il n'a pas regardé, il a démarré. Et là, beaucoup de jeunes pratiquent comme ça pour s'engager sur le carrefour. Il aurait fallu laisser quelques places de voiture. Oui. Alors, je vais vous répondre tout de suite parce que les réglementations nous imposent au contraire, le long des passages piétons, d'avoir du stationnement ou vélo ou moto pour éviter d'avoir des voitures et surtout des camions, bien sûr, ou des camionnettes qui passent. Non, mais si la logique, parce que le règlement, il y a comme une logique, c'est en fait pour faciliter la covisibilité entre les piétons et les automobilistes qui circulent. Donc et notamment justement pour bien sécuriser les passages piétons, notamment vis-à-vis des enfants qui traversent ou des personnes, enfin pour tout le monde, hein, mais a fortiori les personnes. Un carrefour précis. Alors moi je vous parle du règlement pour répondre à madame. Alors attendez, je vais continuer. En ce qui concerne les travaux EDF, donc effectivement, et les réfections de chaussées, donc effectivement, ce sont les concessionnaires, enfin je dis EDF, mais c'est Enedis, donc qui doivent refaire les tranchées qu'ils ont ouvertes et puis réfectionner complètement. Il y a des retards ou compiers de prix notamment, avec certains, je vais citer personne. En tout cas, on est en train de faire une campagne complète en ce moment de recensement de tout, de mise en demeure de ces concessionnaires pour leur demander instamment de faire sous 15 jours. Et si jamais, on lancera des chantiers où nous, on le fera et on ira recouvrer ensuite ce qu'on appelle les travaux d'office. On recouvrera ensuite l'argent auprès d'eux. Ça fait pas 2 ans que je dis ça. Donc oui, l'accident, on a vu. Les cars Novotel, donc alors effectivement, il y a toujours eu ces stationnements autocars. Donc on a réaménagé un petit peu les stationnements c'est rue Linois. On a mis un stationnement autocar, on a mis une zone de livraison pour permettre au moins qu'il y ait la dépose, parce qu'on avait revu qu'à côté on a mis une zone de livraison qui permet à côté du laser game là. Ah, sous la dalle, rue de Flers. Rue de Flers, c'est ce nom-là, je vais répéter, mais c'était rue de Flers, c'est ce que je voulais dire. Alors après, en ce qui concerne effectivement le stationnement autocar, il y a des stationnements prévus, payants, où les autocars sont obligés d'aller. Il y a une campagne
il y a un taux de respect qui est assez mauvais et il y a une campagne justement pour essayer de les forcer à respecter ça. Donc ça commence à avoir, vous voyez, du coup, je ne sais pas trop les questions, mais j'ai pris le dernier observatoire des déplacements là. Hein. Bon, on a une augmentation de ce taux de 65% pour le moment. Alors on part de bas, donc 65% c'est relatif. Alors l'objectif, c'est qu'il puisse y avoir de la dépose autocar, mais s'il ne s'est pas fait pour stationner, il y a d'ailleurs des stations et ils font, et donc ils sont voilà, c'est de l'irrespect et ils peuvent être verbalisés. Donc je repréviendrai la DPS. Je repréviens. Ouais. Et immatriculé à l'étranger, on ne peut pas lui mettre de contravention. D'accord. Maintenant, ils ont trouvé le coup, ils nous amènent que des... Alors, je crois que la DPSP, parce qu'il y a aussi la DPSP, là, le service de la ville qui peut sanctionner les gens, on les... La liste des contraventions qui ont été données, puis on verra. Moi, c'est pas mes statistiques, mais je continue. Alors, Monsieur Passieux, non, moi je voudrais juste un point sur ces bus, sur ces cars du Novotel, parce que ça fait 5 ans que je suis élu, ça fait 5 ans qu'on a dû faire je ne sais pas combien de marches avec monsieur le maire et d'autres, etc. Le problème des bus Novotel n'a jamais été solutionné et pris au sérieux. Aujourd'hui, il y a 3 places, 4 places, les bus ils sont faits en double fil. Vous avez une chose qui est récurrente, vous avez le Novotel qui met une benne, que moi j'appelle la benne poubelle, qui revient régulièrement. Personne ne fait rien. Il y a une seule solution pour solutionner le problème des cars sous la dalle, c'est l'interdiction stricto sensu des cars sous la dalle. Il n'y en a pas d'autre de solution. Vous mettez une barre et c'est terminé, il n'y a plus de cars. Je répète encore une fois, ça fait 50 fois que je le dis, le Novotel, ils ont un parking à bus. Ils ont un parking, il est tout le temps vide, ils ne les font pas rentrer sur le côté, sur la gauche. Oui, oui. Quand on regarde le Novotel, à gauche, ils ont un parking où ils peuvent rentrer les bus. Oui. C'est un grand parking. Alors, oui, il y a des parkings vides partout. Tout à fait. Il y a des voitures. Mais c'est ce que je dis depuis 5 ans, hein, c'est tout. C'est le constat. Attendez, je vais continuer parce que j'en plus. Il n'y a pas de Je crois contravention. qu'il y a un sujet derrière moi, donc je voudrais quand même pas. On va laisser la parole à Monsieur Passieux, s'il vous plaît. Alors. Non, mais je pense que. Très bien. Je pense qu'on a tous compris, enfin on a tous conscience de ce problème. Alors, moi je fais des aménagements de voirie, donc j'ai eu le choix. Ou je ne mets pas du tout comme proposé, on ne met aucun stationnement ou aucune zone d'arrêt autocar. Et puis ils se mettront en pleine voie et puis ils diront bah oui mais alors on n'a aucun moyen à disposition, comment voulez-vous qu'on fasse? Ou on en met quelques-uns, alors il y en a 2 ou 3 effectivement, et puis après le tout c'est d'arriver à faire respecter le taux de rotation, hein, c'est comme du stationnement privé pour les voitures, si on fait bien respecter ça et qu'on met des amendes. Alors il y a un problème réglementaire par rapport aux chauffeurs qui des fois restent dans le car sans faire tourner le moteur. Encore que maintenant, il y a quand même, quand ils restent, même en faisant tourner le moteur sans bouger, je crois qu'on a trouvé une astuce pour quand même les verbaliser. Mais en tout cas, c'est un problème de respect. Non, mais vous me parlez à moi qui suis service technique de voirie, donc je peux le faire remonter au service, mais là, je suis en train de vous répondre en termes d'aménagement, donc sinon... Alors, voilà. Bon, alors je vais essayer de continuer sur les sujets où j'ai une action pour qu'on puisse répondre à toutes les questions. Donc, je regrette pour les 2 candélabres, mais je le note bien, de la rue Keller. 3 ans, les candélabres. Bon, alors je vais tâcher que je reviendrai au prochain et qu'on puisse se dire qu'il y a de l'éclairage. D'accord. Alors, sur l'étude de circulation à réétudier, donc on peut toujours regarder. Donc effectivement, on va passer normalement dans le premier, peut-être à partir de décembre, on commencera même certains travaux, mais dans le premier trimestre 2020 en zone 30.
Donc il va y avoir ces aménagements qui sont des recalibrages qui permettent d'avoir des doubles sens cyclables dans les rues, qui ne sont pas, j'en profite pour répondre à la question suivante, mais qui ne sont pas autorisés tant qu'il n'y a pas de ce marquage de fait. Ces panneaux avec le sens interdit sauf vélo, tant qu'on n'a pas fait ces contresens vélo, tant qu'on n'a pas mis cette petite mention sous les panneaux sens interdit, c'est absolument interdit. Et sous la dalle, il y a beaucoup de double sens, donc il n'y a pas de contresens. Mais... Donc, en tout cas, ça permettra de tranquilliser les rues, parce que c'est aussi une limitation à 30 qui est remarquée. C'est un rétrécissement de la chaussée avec le marquage vélo qu'on fait. Donc, normalement, les gens sont censés, et puis même perçoivent ça et peuvent rouler moins vite. Bon, après, je ne dis pas que ça fait toujours tout, mais on essaiera. Et puis, s'il y a des... Je vous ai dit au premier trimestre 2020. Je vous en prie, mais je réponds. En ce qui concerne les moyens de nettoyage, donc c'est pas mon service qui s'occupe de ça, mais alors, bon, c'est quelque chose de récurrent. Je ferai remonter, il y a déjà eu pas mal de marches exploratoires, enfin on a échangé déjà beaucoup là-dessus, et je crois qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. J'en profite juste pour signaler que ce soit pour les réverbères en panne, pour le nettoyage ou autre, quand vous avez quelque chose de particulier à faire remonter, vous pouvez passer par l'application Dans ma rue, pour ceux qui la connaissent ou qui la connaissent pas surtout. Que ce soit de l'irrespect de stationnement, du nettoyage, des aménagements de voirie, des pannes ou des trous dans les chaussées, vous pouvez nous signaler ça et on prendra ça en compte rapidement. Et donc j'ai déjà répondu pour le contresens rue Saint-Charles, c'est absolument interdit tant qu'il n'y a pas le marquage de fait. Donc pour le moment on a fait un tronçon en zone 30 vers le côté rue Ballard. Et puis, ça se prolongera petit à petit. Mais en tout cas, dans les autres tronçons, c'est bien sûr interdit. La rue H, monsieur Passieux, la rue H, où on est dans l'eau tout le temps. Alors, rue H, il y a un affaissement de chaussée qu'on est en train d'examiner. Comme il y en a un autre, rue Maublanc, qu'on est en train aussi de traiter. Donc, on est en train de... Il y a 5 ou 6 zones d'affaissement dans le 15e là, qu'on est en train de regarder. Vous avez les crédits ou pas pour la rue H? Alors il y a des crédits, on a demandé les crédits à affaissement, on demande des crédits spéciaux, oui. Vous les aurez, les crédits spéciaux, vous allez les avoir? On va les avoir, oui, si on les demande. On est en train d'expertiser. Alors ça, c'est pas l'immeuble qui s'affaisse, parce que l'immeuble, c'est pas la voirie qui tient l'immeuble. Oui, non, mais d'accord, mais donc il y a une répercussion, il y a des infiltrations. Normalement, les fondations d'immeubles sont quand même assez profondes et elles sont. Il y a des témoins ouverts comme ça. S'il vous plaît. Oui, non, mais qu'il y ait des désordres dans l'immeuble, c'est une chose, mais la causalité que vous faites entre les affaissements, c'est qu'il y a des affaissements. Vous êtes responsable. Non, la causalité, c'est qu'il y a des affaissements sous voirie et peut-être aussi sous l'immeuble, mais c'est certainement pas parce que la voirie bouge de 10 cm que. Ça fait 2 ans que vous dites que vous attendez des crédits. Donc ça fait pas 2 ans. Crédit de la part des élus, il faut nous le dire, on va aller le revendiquer auprès des élus. Très bien. Excusez-moi, monsieur, est-ce que dans vos attributions, la synchronisation des feux fait partie de vos attributions? Voilà ma question. Parce qu'il y a plusieurs fois que je me suis entretenue avec monsieur Pinet sur le problème de la place Charles Michel et je n'arrive pas à savoir si c'est vos services ou pas. Je peux tout à fait. On a un service spécialisé. Alors, un service spécialisé qui s'occupe de la signalisation tricolore. La plupart il y a 3500 carrefours dans Paris à peu près. Il y en a 300 qui sont. Il y en a deux. Oui, j'ai commencé dans le sens. Les 90% sont synchronisés, à part quelques-uns qui sont soit ponctuellement pas dans la zone de synchronisation complète parce que c'est du chantier, ou alors parce que c'est les bois, notamment le bois de Boulogne, le bois de Vincennes. Donc alors après, si vous me précisez réellement la question par rapport à ça, je peux faire remonter sur un carrefour. Ça fait plusieurs fois que nous faisons remonter le conseil de quartier. Mais donc je leur explique que c'est très simple. Sur la place Charles Michel, à l'angle de l'avenue Émile Zola et de la place Charles Michel, devant le Épi qui est un fleuriste, devant Boulanger aussi, mais là c'est l'autre côté. Lorsque le petit bonhomme est vert et que l'on peut traverser, il y a des voitures qui viennent
du côté de la Seine et qui remonte vers Duplex. Et donc, je me demande comment il n'y a pas eu 2 ou 3 morts par jour depuis de nombreuses années. Mais il y a eu déjà de graves accidents. Déjà, il y a Paris qui se vide. Si vous faites tout. Ah, merci. Oui, je vais juste quand même intervenir dans ce débat. Vous avez beaucoup parlé, mais permettez-moi de dire quelques mots quand même. Sauf que je connais parfaitement vos observations, que je partage d'ailleurs. Hein. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais quand même m'exprimer sur ces problèmes de voirie. Lorsque j'ai été réélu en 2014, j'ai fait adopter par mon conseil d'arrondissement, le premier conseil d'arrondissement que j'ai tenu, un vœu pour que la mairie de Paris puisse suivre un plan de rénovation totale des chaussées et des trottoirs du 15e, puisque, vous pouvez le constater, il y a quand même un assez mauvais entretien avec beaucoup de trous, et c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. Malheureusement, ce plan m'a été refusé pour des raisons budgétaires. Voilà, ça, c'est une première chose que je voulais dire. Deuxièmement, néanmoins, il y a quelques mois, la ville de Paris a décidé de mettre en place un plan d'urgence anti-nid de poule, si je peux dire. Donc, il a été organisé un plan pour reboucher un certain nombre de nids de poules. Ce n'est pas totalement satisfaisant parce qu'il reste encore beaucoup de trous, mais il y a une avancée, comme d'ailleurs le fait de repeindre des passages piétons. Vous avez pu constater que les passages piétons s'effacent et que donc il faut les repeindre. Évidemment, je ne néglige pas le fait que l'entretien de la voirie est extrêmement coûteux, d'autant plus que c'est quelque chose que vous devez savoir aussi, on en a parlé pour la tour Keller, mais c'est la même chose pour la voirie, c'est qu'une partie de la voirie parisienne est amiantée. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un chantier de voirie, il faut qu'il y ait un examen d'amiante. S'il y a amiantage, le chantier coûte le double et ça dure 2 fois plus de temps, etc. etc. Enfin, je ne vais pas vous raconter notre vie, mais enfin, c'est un peu ça quand même. Moi, je considère qu'effectivement, l'entretien de la voirie et de la chaussée, aussi bien pour sa rénovation que pour son nettoiement, doit être une priorité absolue. Sauf que, vous le savez, et ce que je viens de vous dire en témoigne, l'entretien de la voirie, la propreté des rues ne relève pas de la mairie locale, mais de la mairie centrale. Ce qui n'empêche pas que nous travaillons, j'allais dire, jour après jour, c'est d'heure à heure, quasiment avec M. Passieux et ses services, pour essayer d'améliorer les choses. Mais M. Passieux, évidemment, relève de l'autorité de la mairie centrale. Nous sommes un certain nombre de maires à souhaiter. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des candidats à la mairie de Paris, d'après ce que j'entends dire dans les débats, sont de cet avis, pour que tout ce qui est du ressort des politiques de proximité, justement, propreté, entretien de la voirie, petit urbanisme, autorisation de voirie, etc., relève des mairies d'arrondissement et non pas de la mairie centrale, avec les services, bien sûr, déconcentrés qui devraient être des services décentralisés et non pas déconcentrés. Parce qu'effectivement, c'est moi qui suis présent devant vous, hein. C'est pas le directeur de l'administration centrale, c'est pas l'adjoint au maire de Paris, etc. Donc effectivement, moi, j'ai des comptes à vous rendre. Sauf que c'est difficile d'avoir des comptes à rendre sans avoir les moyens de le faire. Mais enfin, cela étant, nous relayons évidemment les demandes. Je me souviens aussi que pour ce qui concerne l'espace Soudal, nous avions, grâce au budget participatif d'ailleurs, puisque les crédits n'avaient pas été donnés par la ville, mais par le budget participatif, encore qu'ils ont été abondés en partie par la ville, rénover l'éclairage de la Soudal par exemple, repeint un certain nombre de choses. Mais c'est vrai que c'est une voirie qui est pas encore satisfaisante, même s'il y a eu beaucoup d'améliorations, il faut quand même le reconnaître. L'affaire d'écart, alors il y a l'entretien de la voirie, et puis, il y a également le respect de la réglementation sur voirie. C'est ce que vous évoquiez les uns et les autres. Paris est une ville où la réglementation n'est pas respectée. C'est clair. Pourquoi ? Parce que je pense... Enfin, moi, j'étais adjoint au maire de Paris, chargé de la police du temps de Chirac. Il n'y a aucune police de la circulation aujourd'hui à Paris. Je suis désolé de le dire, on est une des seules capitales du monde où il n'y a pas de police de la circulation, puisque en plus depuis un an ou deux, la préfecture de police a abandonné cette fonction de réglementation de la circulation et du stationnement à la ville de Paris. Bon, la ville de Paris
je le constate, n'est pas encore équipée pour assumer cette fonction. Au niveau du stationnement, il y a un corps de verbalisation qui a été transféré de la préfecture de police à la mairie de Paris. Donc c'est à la mairie de Paris de verbaliser, notamment le stationnement gênant, le stationnement interdit et le stationnement payant, enfin les infractions au stationnement payant. Ça se fait, mais il y a des points durs qui ne sont pas traités. Comme celui, effectivement, il y en a d'autres dans Paris, évidemment, d'écart que vous avez évoqué. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, parce que la préfecture de police s'est débarrassée complètement de cette fonction de circulation et de stationnement, sauf encadrement de cortège, de manifestations, accidents de la route, etc., évidemment. Donc, ce que nous demandons, et je crois que ça va être aussi l'objet d'un débat municipal, c'est la création d'une police municipale. La préfecture de police, qui est une police d'État, aujourd'hui est totalement accaparée par ses missions régaliennes de lutte antiterroriste, d'ordre public, on voit ce qui se passe tous les samedis avec les Gilets jaunes, de lutte contre la criminalité. Mais je constate que tout ce qui est du domaine de ce qu'on pourrait appeler de la tranquillité publique, c'est-à-dire tous les désordres de voie publique que vous évoquez, qui ne sont pas des choses graves, mais qui gâchent la vie des Parisiens au jour le jour. La saleté des rues, les incivilités, les rassemblements, les SDF partout, etc. La mendicité agressive, les ventes à la sauvette, les infractions à la circulation routière ne sont absolument pas traitées. Vous ne verrez jamais un policier de la préfecture de police mettre un PV à un quart. Moi, j'en ai jamais vu. Donc, il est nécessaire que cette police municipale puisse voir le jour. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord aujourd'hui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut que la sécurité, la tranquillité publique soit rétablie dans cette ville au niveau de ce qu'on pourrait appeler des désordres publics, des ordres de voie publique, eh bien, il faut qu'il y ait des policiers qui îlotent, l'îlotage a totalement disparu, qui îlotent H24 dans un secteur. Moi, je sais comment régler vos problèmes. Je le sais. Il faut que, à partir du moment où cette police municipale existe, elle soit en îlotage dans le quartier Beaugrenelle comme dans tous les autres quartiers du 15e, selon des îlots qui seraient organisés, etc. On a les plans, on sait comment faire, avec une patrouille qui circule toute la journée. C'est tout. Et qui mettent un terme, d'une part, à tous les désordres de voie publique, qui, deuxièmement, signale tout ce qui ne va pas, un trou dans la chaussée, parce que qui n'est pas tombé dans cette salle ? Moi, je suis tombé comme tout le monde dans la rue. Tout le monde est tombé dans un trou, etc., à un moment ou à un autre. Et donc, signaler les désordres, signaler les rats, accessoirement, vous voyez, même si vous avez une application signaler un rat de la mairie, mais signaler tous les désordres, verbaliser les dépôts d'ordures sauvages, tout ce qui ne va pas, empêcher les cars de faire n'importe quoi, etc. Voilà. Ça, je pense que ça avance, puisque cette police municipale a été décidée par la mairie de Paris. On peut effectivement, après, critiquer ou pas la façon dont elle est mise en œuvre ou dont elle sera mise en œuvre, mais en tout cas, il y a une police municipale, le principe a été décidé. Maintenant, après, il s'agit de lui donner les moyens de verbaliser les infractions, voire les petits trafics, etc. Donc, je pense que cette police municipale va voir le jour, puisque tout le monde est enfin d'accord. Moi, ça fait depuis 2001 que je la réclame, enfin, c'est pas grave. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et c'est ça qui peut mettre un terme à tous ces désordres. Parce que ce n'est pas le maire qui n'a pas les pouvoirs, d'ailleurs, de verbalisation. Nous ne sommes pas officiers de police judiciaire parce que nous ne sommes pas des maires de plein exercice. Donc, ce n'est pas le maire, voire les services de voirie qui peuvent verbaliser et mettre un terme à tout ça. Donc, c'est une police municipale organisée sur le terrain. Donc, je dis deux choses pour ne pas être trop long. Premièrement, davantage de crédits et de moyens pour l'entretien de la voirie, qui doit être une priorité. Je ne dis pas qu'il faut payer plus d'impôts, je dis qu'il faut redéployer des crédits dans d'autres secteurs, vers le secteur d'entretien de la voirie, parce qu'il me semble que la première priorité d'une municipalité, c'est l'entretien de la voirie et son hygiène, pour que les gens puissent vivre normalement sur la chaussée. Et deuxièmement, la régulation, si je peux dire, de la circulation et de la tranquillité publique par une force de police destinée à cet effet. Vous savez, un préfet de police n'a jamais été viré pour un problème de car mal garé, voire de taux de cambriolage, mais toujours pour un problème d'ordre public. Donc la principale priorité du préfet de police, c'est l'ordre public. D'ailleurs, le précédent préfet de police a été viré pour un problème d'ordre public. Le premier préfet de police qui a été créé par Napoléon, du coup, il a été viré aussi pour ça. Mais voilà, donc la priorité d'un maire, c'est l'amélioration de la vie quotidienne. La priorité d'un préfet de police, c'est l'ordre public. Ce n'est pas la même chose. Donc les forces de police ne sont pas faites aujourd'hui. C'est l'organisation dans ce pays.
pour s'occuper de tout ça. Vous ne verrez jamais un policier îloter dans la dalle Beaugrenelle pour mettre un terme aux incivilités, etc. Je le regrette, mais c'est comme ça. Donc il faut pallier à ça. On peut toujours le regretter, pleurer sur le lait renversé, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de créer quelque chose qui permette de mettre un terme à toutes ces infractions qui vous gâchent la vie de tous les jours. Et il y a d'autres problèmes aussi dans d'autres quartiers encore plus graves. Donc voilà ce qui est proposé. Et encore une fois, c'est quelque chose qui se réglera lors des élections municipales. Excusez-moi, je reprends quand même le témoin. La proposition de M. Orlandi est une proposition que je partage concernant l'écart. Donc elle a déjà été évoquée. Quelle est votre position là-dessus? Je trouve qu'il y a un travail intéressant à faire avec M. Passieux, avec une personne comme M. Orlandi, voire, j'espère, avec vous, c'est-à-dire d'essayer de voir si on ne peut pas trouver une solution pour que l'écart... Le Novotel, aujourd'hui, est ouvert au grand public, enfin, une clientèle de mass marketing. Donc, les cars sont nécessaires, mais il faut encore les garer. Donc, si on n'étudie pas une solution pour le faire, on peut mettre toute la police que l'on veut, on ne résoudra pas le problème. Et je trouve que la proposition de M. Orlandi est intéressante. Oui, enfin, surtout le périmètre en danger. Enfin, comme je vois le Fujiyama qui va bientôt faire éruption, il est derrière vous, excusez-moi, je vous préviens d'un danger imminent. Il reste quand même une virgule et de taille. C'est ce que nous vivons avec le centre commercial, puisque M. Sapelier a eu la gentillesse de ne pas venir. Il savait peut-être qu'on aurait des questions à lui poser. L'une vise l'aménagement sur terrasse contre lequel vous vous êtes opposé, et je possède du reste un courrier d'un de vos collaborateurs disant Monsieur le maire s'est fermement opposé à la création de toute terrasse. Bon, je pense que c'est toujours le cas. Et deuxièmement, j'ai eu maille à partir avec M. Sapelier il y a à peu près un mois concernant un bruit infernal, quasi le jour, mais voire la nuit, avec leur système d'extraction d'air. Je sais qu'un centre commercial a besoin d'avoir un système d'extraction d'air. Je ne sais pas dans quelles conditions fonctionne ce matériel. Je ne sais pas ce qu'il rejette dans l'atmosphère. Et jusqu'à maintenant, M. Sapelier a refusé de me donner des informations qui pourraient me rassurer en me disant évidemment on est un centre commercial, il faut qu'on le fasse fonctionner dans telle et telle condition. Il ne veut pas nous le dire et il ne veut pas non plus dire s'il y a des contrôles je dirais d'ordre sanitaire pour savoir quels sont les rejets. Nous sommes à 20 mètres des sorties d'air. Donc j'évoque ça en public de façon à ce que ça ne reste pas lettre morte, pas plus sur la terrasse qui est inacceptable et sur laquelle vous vous êtes déjà opposé. J'espère qu'il en sera toujours ainsi et sur un problème de nuisance sonore et même sanitaire, je ne sais pas ce qu'ils rejettent. Et je pense qu'il y a un service de l'hygiène qui passe pour contrôler que l'air rejeté, même à 20 mètres, est supportable. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Il est regrettable que le passé, qu'il veuille y avoir M. Dargent, entre autres, vous accompagner. Apparemment, il semble moins intéressé que vous par nos sujets. Moi, je ne peux pas m'exprimer au nom des autres élus, les absents, et encore moins ceux de l'opposition. Hein, non, mais je suis bien d'accord avec vous, mais je trouve très bien que vous soyez... Je vous remercie humblement d'être venu ici dans ces réunions tellement passionnantes, mais tellement utiles. Mais je trouve dommage que des gens qui défendent l'environnement et qui défendent une vie civile ne soient pas là. Bon, mais ça, vous leur direz, c'est pas mon problème. Je leur transmets mes voilà. félicitations. Donc, je voudrais juste dire une chose, parce que tout le monde s'en va. Il n'y a pas que le problème du centre commercial ici qui intéresse les gens, mais ça... Surtout que moi, je ne veux pas... Moi, enfin, excusez-moi, je viens ici pour... répondre sur les questions concernant un ordre du jour qui est fixé par le conseil de quartier qui s'auto-détermine. Je pourrais fixer l'ordre du jour. Ce n'est pas moi qui le fais et il y a un président, une présidente élue par les habitants. Donc, moi, je viens pour suivre et répondre aux questions de l'ordre du jour. De surcroît, si on veut parler du centre commercial Beaugrenelle, je rappelle juste à la construction duquel je me suis opposé à l'époque, mais enfin, je ferme la parenthèse, eh bien, je pense qu'il vaut mieux faire en présence d'un responsable du centre commercial Beaugrenelle. Hein. Non, mais d'accord, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, forcément. Je ne sais pas comment est organisé ce conseil, puisque ce n'est pas moi qui l'organise. Mais s'il y a un certain nombre de points à l'ordre du jour et qu'il n'y a pas le centre commercial Beaugrenelle, à l'ordre du jour, on peut considérer que ce type ne soit pas venu. J'en sais rien. On ne peut pas lui reprocher une chose et son contraire. Soit il est convoqué
et il ne vient pas. S'il vous plaît. Bon, franchement, Madame Baudot, je vous demande de vous asseoir. Je vous demande de vous asseoir parce que, franchement, vous ne cessez d'interférer. Moi, je parle quand on me passe la parole et quand on m'interroge dans la salle. Je voudrais quand même pouvoir m'exprimer sans que vous m'interrompiez toutes les 3 minutes. Si vous êtes en train de m'interrompre. Vous êtes en train de m'interrompre, Madame Baudot. Je vous en prie un peu de discipline quand même. Enfin, franchement, il est 9h05, on n'a pas pu terminer le conseil de quartier et vous évoquez une question qui n'est pas du ressort de l'ordre du jour. Cela étant, je vais y répondre puisque ça fait 12 fois que vous me posez la question de façon insidieuse. Donc oui, je me suis opposé à la terrasse et oui, la réalisation de cette terrasse, pour le moment, n'est pas d'actualité. Voilà, la réalisation de cette terrasse a été ajournée, donc il n'y a pas de terrasse aujourd'hui en construction ou à construire au-dessus du centre commercial Bourgonel. Voilà ce que je suis en train de vous répondre. Je dis ce restaurant est ajourné. Voilà, il n'y a pas de restaurant sur la terrasse. Voilà ce que je peux vous répondre aujourd'hui. Maintenant, encore une fois, je rappelle une chose. Parce que vous n'avez pas l'air de bien comprendre, donc je veux bien répéter les choses sans cesse, mais bon, il est tard. Et d'ailleurs, j'ai une autre réunion à la mairie, je signale ça au passage, donc j'aurais dû partir il y a 1 heure, mais voyez, je suis resté quand même. C'est que les autorisations de ce type relèvent exclusivement de la mairie centrale, d'accord ? Moi, je veux bien qu'on me transfère la responsabilité de tout ça, mais ça relève de la mairie centrale. Je donne un avis, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire sur cette affaire. Sur les permis de construire, oui, mais là, il ne s'agit pas d'un permis de construire, pas du tout. Donc, je n'ai pas à donner d'avis a priori. Je peux être consulté. À ce moment-là, je dis ce que j'en pense. Mais c'est la mairie centrale qui décide. Donc, moi, je dis, j'ai demandé l'ajournement de ce restaurant. Voilà. Et j'ai été voir les opérateurs pour ce faire, ce qu'ils m'ont accordé. Maintenant, il y a des élections au mois de mars. Après, je ne sais pas qui prendra les décisions. Mais moi, je vous dis aujourd'hui que cette décision a été revue. Voilà. Je vais parler très clairement. On va conclure à cause de l'heure. Je suis désolée, nous n'avons pas pu parler de la coulée verte et du budget participatif et de tout ce qu'a fait le conseil de quartier durant ces dernières années. En revanche, vraiment, nous remercions Monsieur le maire d'être resté au-delà du temps qui lui était imparti, étant donné qu'il a une autre réunion à la mairie. Je pense que les réponses qu'il nous a données sont absolument claires, en particulier sur la dernière question, sur le éventuel restaurant sur le toit terrasse du centre Beaugrenelle. Et j'espère que M. Passieux a entendu au niveau de tout ce qu'on a expliqué sur la voirie et que vous allez pouvoir remonter, parce que je sais que M. Goujon essaie toujours que vous vous occupiez de tout cela de façon très sérieuse, puisque évidemment, comme nous l'avons souligné, il s'agit là de vie humaine. Voilà. On va donner quand même le dernier mot à Monsieur le maire, que l'on remercie encore. Non, je suis désolé de partir. D'abord, on doit arrêter. J'ai une réunion à la mairie sur les violences conjugales, ce qui est quand même un sujet aussi important, n'est-ce pas ? Mais voilà, moi, je souhaite que vraiment on puisse... Enfin bon... Voilà, c'est pas moi qui dirige les débats, mais je souhaite qu'on puisse respecter les ordres du jour qui ont été décidés par le conseil de quartier. Le centre commercial Beaugrenelle pose beaucoup de problèmes, on essaye de les résoudre et Dieu sait si nous avons des réunions et des remontrances à leur faire régulièrement. Mais là, vous voyez, je pense que ça aurait été intéressant aujourd'hui également d'évoquer un aménagement qui va quand même pas mal embellir le secteur, qui est la coulée verte André Citroën. Voilà, bon, Monsieur Berroir, le directeur des espaces verts, est venu pour rien. Je m'excuse auprès de lui, personnellement, puisque c'est un directeur de la ville. Mais voilà, je pense qu'on peut aussi respecter les ordres du jour, même s'ils sont lourds. Et s'il y a des ordres du jour lourds, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce quartier aussi. Hein. Bon, c'est un quartier qui bouge et qui demande, évidemment, à améliorer. Il est nécessaire que ce quartier soit embelli, que la qualité de la vie soit améliorée. C'est ce que nous nous efforçons de faire
pas avec un succès total, loin s'en faut. Mais bon, voilà, vous avez des interlocuteurs en face de vous. Vous imaginez bien que quand cette réunion est levée, le boulot qui est le nôtre ensuite, c'est d'essayer de répondre à vos préoccupations. Avec plus ou moins de succès parce que nous n'avons pas tous les moyens, ni budgétaires, ni en personnel, ni au niveau des pouvoirs. Mais enfin, en tout cas, on ne baisse pas les bras et on continue à se battre. Merci.